Changer la langue de la transcription. Ça vous plaît comme programme? Avec la SharePoint à la fin. C'est une vieille SharePoint. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas utilisé ce logo, je pense. Juste pour ça, moi. Ça date de 2019. Même plus vieux que ça, je pense. Ah ouais. SharePoint, c'est... Bon, donc, le mot de bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Est-ce que tu veux commencer? Ben, ouais, si tu veux. Le mot de bienvenue. Ben, ce soir, les présentateurs, ben, ça va être nous tous, en fait, parce qu'on va faire une discussion à propos de PeerView. Fait que tous ceux et celles qui ont eu des expériences avec PeerView, ben, ce serait le fun de le partager avec nous. Nico. C'est tendancieux un peu. Des expériences avec PeerView. Des expériences, de l'expérience, ça dépend. Des bonnes, des moins bonnes. Ça va être cool si vous pouvez partager. Même si c'est une petite chose que vous avez fait ou si vous avez des questionnements, ça va faire plaisir aussi de répondre aux questions. Nicolas, ici à ma gauche, a préparé un petit diaporama. Un petit, je ne sais pas c'est combien. Pour Nico, un petit diaporama, ça peut être 62 diapositives ou 122. On ne sait pas. On va voir. Surprise. Bonsoir. Bonsoir. Donc, fait que le plan de la soirée, ben, on va commencer, je pense, j'ai presque le goût de commencer presque tout de suite avec PeerView. On a quelques annonces avant. Oui, c'est ça. Vous avez vu, on en a parlé le mois dernier. On a notre conférence le... Oui, vas-y. Le Collab Day. Community Days, c'est ça. Collab Day, Le Collab Days, tu as mis Community Days, mais c'est Collab Days. Je ne l'ai pas mis dans le slide deck. OK. Fait que le Collab Days, le 28 avril prochain, on a une conférence. Il y a des gens qui ont déjà commencé à s'inscrire. On a de la place pour 100 personnes max. Donc, il y a une organisation en Europe ils ont commencé à remplacer le site du SharePoint Saturday, l'ancien site du SharePoint Saturday, par le Collab Days. Fait que le SharePoint Saturday, c'était fait avec du SharePoint. C'était une vieille technologie SharePoint. Et SharePoint Saturday, toute l'organisation a disparu, en fait. C'est là où il y a un peu de bagarre. Et maintenant, ben, un groupe en Europe qui fait beaucoup de choses au niveau de la communauté ont développé un espace communautaire qui s'appelle collabdays.org. Et sur le Collab Days, ben, ils nous fournissent gratuitement une plateforme. La plateforme n'est pas complètement traduisible maintenant. Fait que j'ai traduit les choses que je pouvais traduire. Il y a des choses en français, mais il y a des widgets à l'intérieur qui sont juste en anglais. Donc, je ne peux pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire, malheureusement. Pour tout de suite, pour la prochaine conférence, peut-être, il travaille là-dessus. Mais il m'a montré, je pense qu'il y a comme 21 000 objets à traduire dans toutes les interfaces. Donc, j'ai passé... Il y a GPT-3 maintenant. C'est une vacance, tu sais ce que tu as. Il y a GPT, il y a Leonardo, donc tu as juste à lui demander. Là. Donc, il y a cette portion-là, mais vous pouvez quand même vous inscrire sur le site Community Days, collabdays.org. Je vais le rajouter dans les slides. Vous pouvez vous inscrire. Si ça vous tente de parler, l'appel aux conférenciers est encore ouvert. Donc, on a eu plusieurs propositions de sessions. Il y a des sessions qui ont de l'air vraiment cool que moi, je les choisirais tout de suite, mais on a un comité derrière qui va travailler sur la sélection des conférenciers pour vous faire une belle conférence dans cette journée-là. C'est une journée complète, c'est gratuit. Comme j'ai dit, 100 personnes maximum. Inscrivez-vous le plus rapidement possible pour qu'on puisse planifier les repas. C'est au bureau de Microsoft, au 14e étage. On a 3 salles qu'on va pouvoir rouler. Oui, Mario? Est-ce qu'on peut voir des sessions passées? Ah, des sessions passées, tu veux dire quoi? Ben, est-ce qu'il y en a eu dans le passé des sessions qu'on peut regarder? Non. C'est ça. Community Days, tu parles? Oui. Des conférences. On t'entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe. Le micro, on dirait qu'il y a de la misère à qui donner le focus. Là. Micro? Ah ouais? Le micro est là-haut, mais... OK, on va réessayer. Garder le silence, puis une seule personne à la fois, peut-être.
Donc, sur Collab Days, il y a déjà des conférences qui se tiennent régulièrement, mais il n'y a pas beaucoup de conférences en distance ou c'est en hybride. C'est beaucoup des conférences en présentiel parce que le monde veut recommencer à voir du monde. Ils veulent se parler. Donc, on en a vu dans les 3 dernières années, on a vu des conférences en ligne. Maintenant, les gens veulent participer puis voir des conférences en présentiel. Donc, c'est principalement présentiel, les conférences. Okay. Donc, il n'y a rien d'enregistré. C'est ça que je voulais, ma question. Tu peux aller voir collabdays.org. Tu peux aller voir sur certaines des conférences qui ont eu lieu, voir s'il y en a qui ont été enregistrées. Nous, j'aimerais ça avoir le maximum de monde en présentiel. Comme je vais avoir le maximum de monde en présentiel, bien, si on n'enregistre pas et on ne fait pas de conférences en ligne, bien, on va avoir du monde en présentiel pour ceux que ça va intéresser. Les mardis soirs, les premiers mardis du mois, on le fait. On va continuer de le faire live. C'est le fun d'avoir des personnes. Maintenant, on est quoi? 2, 3, 7. On est 7 sur place. C'est mieux encore. C'est 3 fois plus que le mois dernier. Donc, c'est déjà mieux. Ce serait le fun de voir de plus en plus de monde aussi parce que moi, je travaille tout seul à partir de la maison chez nous à tous les jours. Je vois du monde sur les vidéos. Je m'ennuie de voir du monde. Fait que c'est le fun de voir du monde. Fait que ça, c'est une bonne bière. C'est ça pour une bonne bière après. Avant le 28 avril, la date va se confirmer cette semaine. C'est probablement le 13 avril. On a un ami commun à plusieurs d'entre nous ici, Michel Laplane, qui est un MVP Visio. Il va venir faire un petit tour à Montréal, puis il va nous parler de Visio. Fait que pour ceux qui s'intéressent Visio, ça va être une session, encore une fois, en hybride. Fait que si vous voulez voir Michel, le rencontrer en personne, venir nous voir, ça va être hybride. Ceux qui vont vouloir le voir en ligne, ben, vous allez voir l'invitation passer sur Meetup très bientôt. Ça va être le 13 ou 14 avril qu'on va faire ça. Fait que ça fait un mois d'avril qui va être quand même assez occupé parce qu'on va avoir le premier mardi d'avril qu'on va avoir notre session régulière. Le 13 avril, la session avec Michel. Le 28 avril, la conférence. Et on va discuter ce soir après si on tient quand même notre réunion du début avril ou si on en fait juste une au 13. Puis au cours de je vais peut-être faire un petit sondage à la fin pour voir si ça vous tente de participer à 3 événements en avril ou à juste 2. On pourra décider par la suite. Nico? Ben, en fait, je me posais une question quand tu me l'as dit, parce que je n'ai pas réagi sur l'instant. Mais effectivement, Collab Day à 10, son idée, c'est justement de faire une plateforme pour les Collab Day, etc. Puis j'ai l'impression qu'il y a bagarre avec le Community Day. Un peu. Bon, moi, dans l'état actuel des choses, honnêtement, j'avais préparé les slides et puis j'ai oublié de mettre les Collab Day. Donc je m'en excuse, je vais modifier les diapositives juste après. Ça sera ajouté dans les diapos, comme ça vous les aurez. Non, en fait, moi, j'ai voulu ajouter les Community Day parce que, comme vient de le dire Serge, c'est le retour des événements on-prem, c'est le retour des événements pour vrai, qui reste quand même un peu hybride, donc c'est ça qui est quand même intéressant, autant profiter de la situation. Et sur le site de Community Day, Je vais partager le Collab Days en premier. Donc, si vous voulez voir, c'est collabdays.org. Il y a la session de Montréal le 28 avril. Et ensuite, quand on clique sur Montréal, il y a la place pour s'inscrire, inscription en haut. Vous pouvez vous enregistrer. En plus, j'ai traduit le maximum que je pouvais. Vous n'avez pas besoin. Le voucher, c'est pour les conférenciers. On va leur donner un code spécial parce qu'on va avoir des choses pour les conférenciers. Vous avez juste à sélectionner le nombre de billets. On en a mis 2 max parce qu'on ne veut pas que quelqu'un réserve 12 billets. Il y a un total, mais le total, c'est juste le total des billets. Vous allez devoir vous créer un compte sur l'environnement qui s'appelle run.events. Ce n'est pas très long. Vous allez même pouvoir vous connecter avec votre compte Microsoft 365, Facebook ou ainsi de suite. Et ensuite, vous enregistrez. Éventuellement, on va voir la liste des conférenciers, les sessions qui vont être là. Mais comme j'ai dit, tardez pas à vous inscrire si vous voulez être là parce qu'on a un maximum de 100 personnes qui vont pouvoir venir. Je leur donne le contrôle, Nico. Ouais. Mais ça va un peu ressembler, je pense, à l'événement pour ceux qui avaient déjà participé au Collab Day, qui était déjà un Collab Day, qu'on avait organisé chez
formation pour laquelle tu travailles. Technologia. Donc, c'était déjà un Collab Day qu'on avait organisé avec 2 salles. Ouais, en fait, on l'appelait Collab Montréal. C'est un peu la même idée. On avait fait un chez Technologia, puis un à la bibliothèque. C'est vrai. Voilà, donc c'est un peu la même idée. Nationale. L'idée, c'est de refaire un petit peu la même chose. Donc, je vais juste repartager mon écran parce que, hop, je me suis fait voler le partage. Voilà, ça arrive. C'est quand on parle pas assez vite. Community Day, donc, c'est un autre site que le Collab Day. Et dessus, vous retrouverez également pas mal d'événements qui ont lieu un peu partout. Et quand je regarde le logo, c'est pour ça que quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a fait tilt un peu. Quand je regarde le logo, ça ressemble au SharePoint Saturday, au logo du SharePoint Saturday qu'on utilisait avant. Bon, anyway. Donc, sur le Community Day, vous retrouverez aussi beaucoup d'autres choses. Entre autres, vous retrouverez une conférence française à laquelle j'ai la chance de participer le 28 mars prochain. Donc, le 27 mars prochain. Donc, si jamais il y en a qui ont le goût, je pense que vous pouvez vous inscrire à distance et vous pouvez probablement voir une partie des choses à distance puisque c'est un événement hybride et c'est un événement francophone, enfin en français, majoritairement. Donc, profitez-en. Si vous voulez y participer, moi, j'animerai une session sur tout ce qui est gouvernance dans la Power Platform. Donc, libre à vous. Donc, ça, c'était pour... on a donc Collab Day, on a cet événement-là. Est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels vous participez, des choses que vous voulez partager? Des conférences à lesquelles vous participez? Au mois de mai, il va y avoir la conférence à Vegas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y allez. Début mai, 3-4 mai. Non, pas encore. Moi, je pense que je vais mais déjà aller au c'est pas MVP Summit, donc je pense après, il faut que je travaille. Tôt ou tard, il faut que j'arrive à travailler. Cette conférence C'est l'anciennement la SharePoint Conférence. La SharePoint Conférence qui est la Microsoft 365. Qui va devenir d'ici peu de temps la Viva Conférence. Possiblement. On peut pas garder au moins quelques années avant de les renommer. Ça deviendra Viva Conférence à terme. C'est pas un secret, à mon avis. J'ai vu un bateau de croisière qui s'appelle le Viva. Je me demandais si on n'organisait pas une conférence Viva sur une croisière. Sur le bateau Viva. Ça pourrait être intéressant. Donc, dans la série des annonces et des nouveautés, j'ai préparé un petit peu un espace pour chacun. Donc, si vous avez des choses à présenter sur chacun des sujets. J'ai pas préparé rien parce que je suis full occupé. Je pars en vacances dans 9 dodo. Fait qu'il n'en reste pas beaucoup et j'ai beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans Teams, je vais partager mon écran, Nico. Quand on vient dans les équipes Teams, c'est pas un gros changement, mais c'est un aspect visuel. Fait que ceux qui ont de la documentation de fait, quand on ajoute des nouvelles applications, la fenêtre a changé, des nouveaux onglets. Ça a changé un peu là, le visuel qui a été ajouté ici au niveau de l'ajout des onglets. Ce n'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui est à noter, au moins pour la documentation qui est là. Dans les nouveautés, mis à part ça, dans ce tenant-là, je n'ai pas grand-chose. Puis, comme j'ai dit, je n'ai rien préparé. J'ai juste noté ça. C'était hier ou avant-hier, j'ai vu ça arriver dans ma fenêtre. J'ai vu aussi que dans le partage de OneDrive, je ne sais pas s'il est là. Je vais juste arrêter mon partage 30 secondes, parce que je ne sais pas quel OneDrive il est ici. Je vais aller voir 30 secondes. Et il y a une nouvelle fenêtre qui s'en vient dans les partages des OneDrive aussi, quand on partage le fichier. Maintenant que tu retrouves, est-ce qu'en ligne, il y a quelqu'un qui a éventuellement des choses à présenter, des nouveautés qui sont arrivées dans son tenant, des choses qu'il a notées sur Teams? Oui. Les nouveautés de dev sur Teams, ça s'en vient. Non, mais si tu veux y aller maintenant. Oui, en attendant. Ouais. Serge, pour le développement Teams, il y a un truc qui est arrivé, c'est que les onglets, c'est bien pour les canaux et pour les meetings. Pour le développement là, maintenant, il y a une activité générale, c'est-à-dire que c'est pour dessus. Vous pouvez développer des solutions pour la production et ça va être supporté de même dans la production. Ce sont des onglets qui vont dans les meetings et dans les
un truc à faire pour le tout, parce que c'est la deuxième personne que je vois qui dit que le son n'est pas top. C'est pas qu'ils parlent pas fort, c'est qu'on dirait que les micros, ils ne captent pas du tout. Là. C'est lui en haut là. Ça peut être lui. Parle plus fort, Vincent. Ouais. C'est pas ce que je vais dire. Je vais vous mettre le blog post dans le chat, comme ça, si vous ne m'entendez pas, vous pouvez toujours aller lire le blog post. Est-ce que tu as trouvé ton affaire, Serge, ou est-ce que je continue de parler? Tu vas-y en attendant. On peut passer le Laptop? peut-être que ça marchera mieux. Je sais pas. Je propose, hein, je sais pas. Si on continue sur les nouveautés de développement, je vous annonce de prime information, on a GA, mon équipe a GA la nouvelle version du SDK en .NET pour Microsoft Graph. Donc, il y a la version 5 du SDK en .NET pour Microsoft Graph qui vient de sortir la semaine dernière. Le blog post n'est même pas encore sorti. C'est tellement. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est de l'info vraiment Exclu. L'exclusivité parce on est à la maison là. Donc voilà. Donc, c'est un nouveau SDK qui est similaire à l'ancien, mais beaucoup mieux en termes d'expérience de développement, en termes de choses que vous pouvez faire avec, en termes de symétrie avec les API V1 et Beta, etc. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le chat une annonce qui avait été faite pour la preview. Comme ça, vous pouvez voir les différences, voir ce qui a changé, etc. Mais il va y avoir un nouveau blog post qui devrait sortir normalement cette semaine ou peut-être la semaine prochaine pour annoncer la version GA qu'on vient de sortir la semaine dernière. Évidemment, on vous encourage à mettre à jour vos applications existantes, on vous encourage à aller l'essayer, on vous encourage à donner du feedback, etc. Parmi les nouveautés, vous allez avoir des choses comme des nouvelles méthodes qui sont supportées, des méthodes pour compter, pour aller faire certaines opérations un peu plus avancées dans le graphe, etc. Vous allez avoir des supports des filtres qui vont être un peu plus avancés qu'avant. Ça va être pas mal ça. Je ne vais pas passer trop dans le détail parce que ça risque d'être une qui plaît tout le monde qui fait du développement ici. Justement, j'allais poser la question, si tu me permets. À la main levée, comme ça, on parle de Microsoft Graph, que tout le monde est au courant de quoi on parle. Est-ce que ça nécessiterait éventuellement d'avoir une session détaillée sur qu'est-ce que c'est que le graphe et qu'est-ce que c'est? Lève la main pour dire. Levez la main pour. Est-ce que vous utilisez du graphe? Est-ce que vous êtes développeur? Est-ce que vous utilisez les API graph au niveau développement? Benoît qui fait ça, Laurent, Eric, Laurent Berton aussi, il y a Phil, Liliane et Cathy. Et Jérôme aussi qui fait ça. Gardez votre main levée si vous faites du .NET avec le graphe. C'est Julien qui vient quand même de dire que ça serait peut-être pas mal de faire une session de rappel. D'accord, ok. Ça pourrait être... En plus, vous deux, toi et Laurent, vous pourriez faire quelque chose pour participer. Si tu veux participer, ça pourrait être intéressant. Je vais laisser Laurent présenter, puis s'il a besoin de matériel. Je sais que tu travailles beaucoup. On invite Sébastien Lévy. Ça pourrait être un super use case. Il vend beaucoup. Ça pourrait être un super use case de laisser justement super use case à mon avis. Donc ça pourrait être intéressant. Question, mais je pense que ça pourrait être pas mal comme question. On parler de Linux aussi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais quand tu en fais, il y en a beaucoup. There's no limit. Continuez. Si vous ne savez pas ce que c'est le graphe et si vous voulez en savoir plus sur le graphe, il y a un événement qui se passe en ce moment jusqu'au 15 mars, qui est en ligne, qui est gratuit, qui est Hack Together avec .NET et Graph. Et ça va vous permettre d'explorer plein de scénarios, plein de choses que vous pouvez faire avec le graphe. Notamment la keynote, c'était Scott Hanselman et des gens de mon équipe qui ont présenté comment tu peux. Scott Hanselman est diabétique de type 1, il a une pompe qui est attachée pour l'insuline, et ils ont automatisé la création de rappels dans To-Do à partir des API de sa pompe à insuline, qui permet de dire il faut remplacer les viales, il faut remplacer telle et telle. Je ne connais pas les termes techniques des pompes à insuline, mais il y a des morceaux qu'il faut remplacer régulièrement. Et donc, ils ont automatisé la création de rappels dans To-Do grâce aux deux API, grâce à une application qui roule dans le backend. Je vous mets le lien dans le chat. Question, est-ce que ça prend une licence premium? Non. Suicidaire. Ça, oui, ça, c'est peut-être plus dangereux. Mais
C'est To-Do pour l'instant, c'est comme. Tant qu'on a parlé de tâches, Planner a annoncé pas mal de nouveautés, notamment l'intégration de signaux externes pour déclencher la synchronisation de tâches, ce genre d'affaires, et des API d'export et de backup. Alors, je sais que ShareGate n'est pas là aujourd'hui, mais ShareGate, ils ont leurs antennes, à mon avis, là, qui sont super intéressés sur ces affaires-là. Et autre chose qu'ils ont annoncé, c'est des permissions applicatives, parce qu'avant, on pouvait juste parler à Planner avec des permissions en tant que c'est Joris qui utilise Planner, qui utilise l'application qui veut parler à Planner. Et c'est bien quand Joris utilise l'application, mais si vous veut faire des choses comme de l'audit, de la gouvernance, du backup, de l'export, tous ces scénarios où on ne veut pas forcément parler au graphe en tant qu'un usager, ce n'était pas possible jusqu'à présent. Et ils ont amené ces permissions justement dans le graphe. C'est un sujet avec la Power Platform qui revient fort, je trouve. L'impossibilité de faire de l'impersonnation. Ce que tout le monde faisait avec du SharePoint Designer quand on faisait du workflow. La capacité à impersonnaliser les process. Alors, on sait qu'il y a Logic Apps en arrière, mais les gens ne comprennent pas l'idée que Power Automate, c'est fait pour être personnel, et Logic Apps, c'est fait pour utiliser l'impersonnation. C'est vraiment compliqué à comprendre. Et les choses pour Automate, c'est pour les users. L'administration et IT, c'est Logic Apps. Pour terminer sur toutes les nouveautés du graphe, To-Do a aussi fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont amené les permissions applicatives qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Ils ont amené des permissions supplémentaires aussi, de la gestion des fichiers joints qui n'était pas forcément très facile avant sans ces nouvelles API. Et c'est pas mal ça, j'ai aussi mis le lien dans le chat. Et c'est pas mal tout pour les nouveautés de Dev depuis le mois dernier. Moi, ce soir, Laurent, je sais pas si vous avez fait quelque chose. Mario a une question. Ça a rapport à Graph, Mario? Par le proxy Graph. Oui, mais je suis en train de le chatter, mais c'est mieux de le dire tout de suite. Moi, c'est ce que j'aime plus savoir, moi, c'est moi connaître Microsoft Graph, je peux aller chercher les informations là-dessus. Moi, c'est comment l'utiliser dans Teams ou comment l'utiliser dans SharePoint. Okay. Moi, c'est plutôt ça, là. Comment commencer à, OK, comment j'utilise Microsoft Graph avec SharePoint, disons. Quelles sont les possibilités, puis ainsi de suite. C'est quand est-ce que j'utilise Microsoft Graph dans telle situation. Pour préciser ta question, est-ce que tu veux parler à SharePoint et à Teams ou est-ce que tu veux parler au graphe depuis SharePoint ou depuis Teams? Parce que c'est deux scénarios différents qui existent. OK. Mais ça dépend du contexte. Des fois, c'est pour SharePoint spécifiquement, puis d'autres fois, c'est pour Teams. OK. Ouais, c'est vrai que couvrir ça, parce que je sais que toi, tu en as fait pas mal dans le passé aussi. Ça pourrait être intéressant de dire voici comment on parle à SharePoint, depuis SharePoint à SharePoint via le graphe ou depuis SharePoint à Teams via le graphe et vice-versa. Si ça te. Un truc comme ça. Je pense qu'il y a moyen à faire. Puis si on peut coupler ça avec un retour d'expérience de Eric, ça pourrait être sympa. Je pense qu'il y a un truc à faire. Mais je sais qu'il existe, j'y ai participé, mais à moitié, parce que leur cours arrive souvent de 1h à 4h. Les Virtual Training Days, que je reçois périodiquement. Et puis là, je peux choisir, OK, à telle date, il y a ça. Mais c'est toujours de 1h à 4h. Et puis, il y en a un spécifiquement sur Teams, comment utiliser Teams, puis ils utilisent le Microsoft Graph pour ça, pour comment, comment aller chercher l'identité, comment builder une application qui s'intègre à Teams au complet. Ça, au moins, c'est accessible pour moi, mais pour le reste, c'est comme... Ouais, non, c'est super pertinent. Merci d'avoir rapporté ça. On va penser. En fait, c'est d'avoir les liens. Je ne me souviens plus le lien qui donnait dans ce cours-là. Je l'ai peut-être pas pris en note. Fait que c'est d'avoir peut-être ces liens-là s'ils sont disponibles. C'est entendu. Je pense qu'on va créer du contenu ici, que ce soit pour te présenter, puis après pour donner des éléments de suivi. Je sais, Serge, que je parle beaucoup trop. Je vais prendre la dernière question de Stéphane, et puis après, on va redonner la main à Serge. Oui, très rapidement. Dernièrement, en tout cas, ça fait un petit bout de temps peut-être, j'avais accès dans Graph à partir de Power Automate à obtenir de l'information sur un élément de booking. Tu sais, les rendez-vous faits par Booking.
Puis là, tout d'un coup, il y a un élément qui ne s'affiche plus à partir de Power Automate, mais quand je le fais à partir de Developer plateforme, Developer, comment ça s'appelle, le site web là, pour faire du graph, là, pour tester le graph. Là. Developer Microsoft Graph. Là. Graph Explorer. Oui, c'est ça, exactement. Quand je le fais de là, j'obtiens la réponse. Donc, la gestion de token a changé, qui fait qu'il ne passe pas les mêmes paramètres d'une façon ou d'une autre. Là, comment? Tu sais, avant, j'obtenais l'information, là, je l'ai perdue. Là, mon client, il est dans la merde parce que je n'obtiens plus l'information que j'avais besoin dans mon flow. Graph Explorer, c'est que il y a un onglet en fait avec les permissions qui sont accordées au moment où il y a la requête graph. Donc généralement avec le Graph Explorer, ce qui se fait, c'est qu'il y a la pop-up qui arrive et qui dit je veux accéder à tel et tel endpoint. Et généralement, quand on le fait la première fois, on accède à beaucoup d'endpoints. Et si on le fait en développement, on est obligé de faire des access API. Et si on a oublié un access API, parce qu'on n'en avait pas besoin auparavant et que Graph a ajouté, en fait, a fait un changement, le access API n'est plus disponible. Donc en fait, il faut voir dans la partie Modify Permission and Access Token, quelles sont les permissions qui ont été accordées pour formuler la requête et voir si en fait celle-ci concorde avec aujourd'hui le développement. Parce que là, on le voit en fait. Dans mon cas, tout est consent. Là. Tout est consent au niveau de l'application dans Azure, dans l'Azure App, là. Application App. J'ai tout donné les Expose API, tous les bons droits, tout ça. Pas Expose API, API Permission, excusez. J'ai tout donné les mêmes droits, même plus. Donc aujourd'hui, sur la même recette depuis le Graph Explorer et depuis un développement, on n'obtient pas le même résultat. À cause de. Quand j'analyse la clé des deux bords, là, autant la clé, le token là, qui est fourni par Power Automate ou l'autre, quand on l'analyse dans gwt.ms, c'est complètement différent. Là. Ici, on parle de scope, puis à partir de Power Automate, il parle de rôle. Ah oui, alors, ce que ça veut dire, c'est que quand ça parle de scope, comme on peut l'avoir ici avec... où est-ce qu'ils ont caché? Ouais. Ça, c'est dans Graph, ça? Graph, c'est dans Graph Explorer. Graph Explorer, oui, c'est ça. Voilà. Ici, quand tu vois scope, ici, ça veut dire que tu es en train de parler au graphe en tant que ton application, mais aussi en tant que l'utilisateur. Donc là, c'est Vincent Biret qui utilise le Graph Explorer, qui est en train de parler au graphe. Par contre, quand ça dit rôle à la place, tu as juste l'identité de l'application, c'est app only. C'est-à-dire que c'est juste l'application whatever qui est en train de parler au graphe, mais il n'y a pas de notion d'usager. Et ces fameuses permissions applicatives. Donc ça, ces permissions applicatives sont très utiles pour faire des choses comme du backup, de l'export, de l'audit, ce genre d'affaires-là, de la synchronisation, ce genre d'affaires-là. Mais elles ne font pas forcément porter elles vont pas du tout porter l'identité de l'usager. Et ce que ça peut vouloir dire, c'est que tu n'as pas forcément accès après aux données de l'usager. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que tu peux avoir une application qui a été consentie et qui a des permissions applicatives, mais derrière, quand elle essaie d'accéder à la ressource, elle n'a peut-être pas les permissions d'accéder à cette ressource-là spécifiquement, parce que c'est juste cet usager-là qui a le droit d'y accéder. Et qu'il faut l'identité de l'usager pour pouvoir y accéder. Je ne dis pas de bêtises. Théoriquement, quand tu fais une application qui utilise le contexte de l'utilisateur, chaque utilisateur, la première fois où il va se connecter, il va devoir accepter le consentement. Si tu n'as pas ce type de message au démarrage, c'est que tu n'utilises pas le contexte de l'utilisateur, mais le contexte applicatif. Exactement. Donc, ce qu'il faudrait que tu revoies, c'est tes paramètres de connexion à ton connecteur quand tu l'as... Plus app, contexte. C'est ça, voilà. Quand tu as mis en place ton connecteur, il faut t'assurer que ce soit bien de façon déléguée et que quand les gens l'utilisent, du coup, ils vont avoir besoin d'y consentir pour que l'application ait accès à leurs données. Oui, en réalité, c'est je vais chercher le access token à partir d'un HTTP request. Donc, je ne suis pas dans le contexte de personne, non. Ouais, non, mais c'est ça qu'il faut que tu changes parce que ça ne fonctionnera pas.
Donc, il faut changer le endpoint et utiliser l'endpoint pour utiliser le contexte d'utilisateur la première fois. Et après, en fait, il va récupérer un autre user token. En tout cas, on pourra en parler plus en faudrait détail. voir comment faire. C'est bon. Je pense qu'il faudrait probablement voir ça à part. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que tout d'un coup, Microsoft change les droits, les accès. J'avais accès à cette donnée-là, je ne l'ai plus. À date, là, avec Graph, j'ai réussi à faire des affaires super cool avec Power Automate. Mais Colin, ça change tellement souvent que là, j'ai une période là, que tout a crashé, là, puis là, je suis obligé de débugger, puis je passe des heures et des heures infernales à essayer de débugger ça. Donc, j'ai un peu un doute par rapport à Graph parce que ça change tellement souvent, puis on n'est pas au courant de ce qui change. Puis corrige-moi si je me trompe, mais les API Bookings, elles sont en bêta? Bêta, ouais, c'est ça que j'allais dire. C'était un API bêta? Non, c'est en V1. C'est en V1 maintenant, OK. Quand c'est en V1, quand tu as des choses comme ça qui changent, le comportement des API qui change, n'hésite pas à ouvrir un ticket de support, parce que c'est fait pour ça. Exact. Ouais, quand je l'ai fait, ça m'a envoyé sur Expert, sur un site là, de Exchange. PP Community? Microsoft, il ne l'a même pas ramassé sur leur bord, là, il l'a envoyé dans Exchange. Je ne me rappelle plus, là, où est-ce qu'on trouve tout le temps des informations de développeurs. Stack Exchange, non. Si tu vas, alors attends, je vais juste pour terminer, Serge, excuse-moi Ouais. Pour une fois, je dis plein de choses. Mais cela dit, je pense que pour relever ce genre de problème, tu es tombé sur la bonne personne, à mon avis. Ouais, ben, c'est pour ça que je suis là. Tu vas sur graph.microsoft.com. Ouais. Ici, tu as support ici, en haut à droite. OK. Et excuse-moi, Eric. Et en fait, effectivement, tu as des affaires qui sont plutôt communautaires, comme poser des questions dans Microsoft Q&A, et puis tu peux commencer par ça si ça t'intéresse. Si c'est parce que tu es en train de développer des nouvelles affaires et que tu cherches un peu de l'aide. Mais, et puis, tu peux demander de nouvelles fonctionnalités s'il y a des trucs qui manquent. Bon, bref. Mais ce qui est plus important, c'est que si tu as quelque chose en production que tu n'as pas changé, qui se met à briser, tu as ça. Si tu as une souscription payante Azure, ou bien, et qu'on parle de choses d'identité type usager, type authentification, type groupe, etc., bon, bah, tu vas de ce bord-là. Si tu parles de données qui sont dans Microsoft 365 type Bookings, dans ton cas, de ce côté-là, et tu ouvres un ticket de support directement. Okay. Ça va t'amener dans ton administration de tenant Office 365, et depuis là, tu peux ouvrir un ticket de support pour que ça aille sur les équipes derrière de service qui s'occupent du service. Vincent qui va le recevoir. Non, c'est pas moi. OK. Ben, c'est toi qui vas le recevoir, c'est bon, on s'en reparle plus tard. C'est très important de passer par le support parce qu'il y a plus de 2000 API dans le graphe en V1. Ouais. Et demander à Vincent, c'est pas la bonne solution parce que j'ai pas la connaissance de toutes ces API-là. Non, mais je préfère le préciser aux gens qui le sachent. Vous aurez du support bien plus efficace en passant par le support parce qu'on a des équipes dédiées qui savent quelle équipe s'occupe de quelle API et comment aller les rejoindre, etc. Donc, c'est pour ça. Okay. Ouais, bon, ben merci. Je pense que ça démontre quand même qu'il y aurait un intérêt à vraiment avoir une session là-dessus. Donc, on va programmer ça, puis on vous reviendra avec ça. OK? On vient à ton point, Serge? Mon point, j'avais vu une nouveauté dans le partage de Teams. Pas le partage de Teams, mais le bouton partage quand on partage des documents dans OneDrive et dans SharePoint. Et ça a duré une journée, puis aujourd'hui, il n'est plus là. Fait que c'est un petit test que Microsoft est en train de faire qui a poussé. Mais soyez pas surpris, vous allez voir bientôt, j'imagine, l'interface de partage, elle change un peu, où vous allez voir le nom du document. En haut, vous allez voir le nom des personnes avec qui c'est partagé, puis il va y avoir un autre onglet pour voir le lien. Fait que c'est plus la même fenêtre que j'ai vue. J'ai été surpris parce que je ne l'ai même pas vu passer dans les rencontres qu'on a avec Microsoft secrètes. Puis je l'ai vu arriver dans une interface sur mon OneDrive. En fait, je l'ai vu sur mon OneDrive personnel. Fait que je ne sais pas si ça va arriver dans le OneDrive. Ah oui, qui est différent. Aussi. Mais il n'est plus dans mon OneDrive personnel, puis il n'est plus dans l'autre. Fait que
C'est ça que je cherchais. Je trouvais ça. Enfin, je la trouve cool, la nouvelle interface, parce que c'est beaucoup plus clair. Les gens, quand je donne les formations sur le partage, des fois, sont mélangés parce qu'ils voient en haut un lien. Il faut cliquer sur le lien en haut pour ouvrir une autre page, pour changer les permissions. Et la nouvelle interface, ça semblait beaucoup plus clair. Je n'ai pas fait de capture d'écran. J'aurais dû, parce que je pensais qu'elle était là pour de bon, mais ça va être la prochaine fois. Fait que pour Teams, pas grand-chose, comme j'ai dit. Microsoft a sorti un blog sur le nouveau Team Premium parce que Team Premium est sorti, mais la session qu'on a eue de Benjamin le mois dernier, elle couvre presque tout ce qui est dans l'article. Fait que vous avez eu la session en primeur avec Benjamin, fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. En français. Et en français. Parfait, super. Dans les autres sujets, SharePoint, OneDrive. Yes, j'ai quelques petites choses par-ci. Tu peux partager ton écran ou c'est bon? Tu es connecté? Oui, Cathy? Non, c'est très rapidement et c'est pas SharePoint, donc je vais juste vous le mettre. Il y a Loop qui est arrivé dans Outlook. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous mets ça dans la conversation. Et puis, en même temps, je me demande, Loop prend du temps à arriver, je trouve. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire, ils l'ont annoncé comme si c'était la grosse application, et puis là, c'est arrivé d'abord dans les conversations de Teams. Un an plus tard, ça arrive dans, dans Outlook. Donc, ça prend du temps. Mais c'est juste un petit commentaire. Et c'est là maintenant, il faut faire avec, c'est vrai. Non, c'est vrai, bon point, Cathy, sur Loop. C'est pareil, on n'en a jamais vraiment beaucoup parlé, mais ça pourrait peut-être nécessiter d'en parler un peu plus en détail. Ce qui a une forte connexion avec Graph. D'une certaine manière. Donc, ça peut être intéressant. J'ai une session là, que j'ai fait 3 conférences jusqu'à maintenant sur Loop. Fait que je pourrais la présenter si vous voulez. On a un gagnant. Plaisir d'en parler. Laurent? Yes. Pour une nouveauté côté SharePoint OneDrive, il y en a que j'avais déjà annoncé le mois dernier, que j'avais un peu comme toi, Serge, j'avais pas fait les screenshots, mais cette fois c'est bon. J'ai fait les screenshots et en plus ça marche, j'ai vérifié en plus tantôt. Première chose, c'est l'amélioration en fait de l'interface au niveau de l'administration. Maintenant, en fait, on a, je peux le montrer là, comment ça fonctionne. On va pouvoir sélectionner en fait un SharePoint et au niveau de la partie membership et assignation des droits, ils ont redécomposé l'interface dans le sens où on va avoir owner et members. Donc ça, c'est quand vous avez un Teams derrière. Donc vous allez gérer en fait les propriétaires et les membres du Teams. Et à côté, vous avez toute la partie SharePoint seulement, ce qui n'était pas clair avant. Maintenant, ils l'ont éclairci. Je trouve ça cool, c'est bien. Honnêtement. Et en fait, le panel a beaucoup changé. Ils mettent beaucoup plus d'informations avant avec les activités, les settings. Des fois, on est un peu perdu. Mais là, en fait, avant, on devait aller dans les gestions de partage. Il fallait mettre policies pour aller plus loin. Maintenant, en fait, ils ont tout ramené ici à un seul et même écran. Mais vous avez quand même ici le More Sharing Settings pour accéder en fait à la notion de partage. Qu'est-ce que vous voulez ajouter dessus? Mais globalement, ils ont quand même rajouté beaucoup plus d'informations de prime abord dans ce panel-là. Si je peux me permettre de te couper une seconde. Vas-y. Ça veut dire que si vous avez un plan de gouvernance en place, commencez déjà à penser à le mettre à jour. Parce que ça veut dire que l'endroit où vous faisiez les paramétrages de vos administrateurs et compagnie va changer. Donc, anticipez sur cette planifiez ça. Le mois dernier, je vous avais parlé aussi de la vue SharePoint pour faire des calendriers de manière plus hebdomadaire. La dernière fois, je n'ai pas pu le faire. Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas marché. Mais là, en fait, ça refonctionne. Donc là, par exemple, je suis en calendrier mensuel et je peux passer en calendrier hebdomadaire. Donc là, on a cette fameuse vue maintenant qui va nous permettre d'avoir cette vue à la semaine plutôt que de la voir uniquement au mois. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Autre point, donc ça, c'est un peu plus pour la partie développeur. Bon, en tout cas, ceux qui aiment bien changer les vues SharePoint, ils ont rajouté le file preview. En fait, vous avez la possibilité, donc, comme vous le savez, depuis une liste SharePoint, de faire des modifications au niveau des colonnes et de faire des formats. Et ils ont rajouté cette petite nouvelle notion ici, le file preview, qui n'existait pas auparavant, et qui va permettre, alors pour moi en tout cas, ça ne marche pas très bien. Mais en fait, on a la possibilité maintenant directement dans une modale d'ajouter le preview du file directement. C'est cool ça. C'est super. Parce qu'en fait, si je prends la modale de base, vous deviez
être dessus, faire See Details, et là, vous l'avez dans le panel de droite. Donc maintenant, directement depuis là, vous pouvez avoir le preview. Ici, vous voyez que ça ne fonctionne pas tout à fait encore bien. Mais il y a des choses à voir encore là-dessus pour avoir justement ces fameux previews directement depuis un format. Ça, c'était ça. Ensuite, ah oui, alors, on parlait des workflows tantôt, notamment pour la partie user, context, etc. Sachez que donc la communauté PNP, entre autres, a sorti en fait l'assessment qui permet en fait, qui va vous aider dans le cadre de la conversion de vos workflows 2013 avec du Power. En fait, ils ont une plateforme Power BI qui va prendre tous vos workflows de SharePoint 2013 sur votre tenante et va vous dire qu'est-ce que vous pouvez en fait extraire sur du Power Automate et de quelle manière, et des fois les bloquants. Vas-y. Ils n'ont pas annoncé un truc pour les administrateurs de ferme SharePoint récemment là, pour dire que le moteur pour les workflows 2013 et 2016, il changeait de service on-prem qui, pour étendre le support, il va faire comme ça là? Ouais, c'est ça. En fait, toute la partie SharePoint workflow, tout ça va être totalement bougé. Et c'est même prévu, a priori, j'ai vu un potentiel deprecated pour l'année prochaine. Donc, tout ce qui est la partie on-prem et tout, ils vont faire des solutions, justement, tu vas pouvoir passer sur une partie online, ils vont pouvoir le faire en tierce, etc. Modernisation du back-end. Ouais. Yeah. Bien doucement. Donc, bon, pas encore beaucoup d'infos de mon côté, mais... Oh, si, tant qu'on est à parler de SharePoint 2013, hein, on est en 2023. Hein, donc, SharePoint Workflow 2013 est toujours d'actualité quand même. Il y en a encore beaucoup. Non, mais ceux qui ont des fermes 2013 encore chez eux, c'est 2019 doucement là. Tout Office 2013 est encore supporté jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la fin de cette année. J'ai pas mal de problèmes moi là-dessus. J'ai des clients qui sont encore en version Office 2013 et il y a plein de fonctionnalités qui ne marchent pas, comme les labels sensitivity. Il y a les partages justement avec Access. J'ai encore des gens qui utilisent Access et qui veulent faire des partages via Outlook et des choses dans ce goût-là. Il y a support. Plus rien. Support au mois d'octobre. Vaut mieux passer tout de suite là. Franchement, on va s'enlever plein de problèmes. Oui, mais il y a des compagnies qui, c'est pas comme ça. J'en ai quelques-unes. La réalité, malheureusement. Si je continue vite fait, donc pour la partie CDN, je sais que beaucoup de mes clients, et moi-même des fois je me cassais la tête avec les CDN publics, CDN private. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, donc le CDN c'est Content Delivery Network, c'est une sorte de conteneur qui va faire du cache par rapport à des images, du JavaScript, des choses dans ce goût-là. Et en gros, ça permettait d'être plus rapide pour éviter le rechargement depuis une bibliothèque ou depuis une library, on va dire SharePoint. Et en fait, on pouvait mettre ça en place. C'était même d'ailleurs obligatoire pour certains développements. Et ils ont prévu, donc d'ici la fin mars, c'est Microsoft qui va gérer vos CDN à votre place. La partie quand même publique, vous pouvez la gérer, mais la partie private, c'est plus vous qui allez la gérer. Et tout va être stocké dans la partie Microsoft Azure. Avant, c'était vraiment du SharePoint pur. Et maintenant, tout va être déplacé dans Azure directement. Donc, je peux vous fournir le lien si vous voulez avec toute l'explication de ce qui va être deprecated et où est-ce que ça va s'en aller. Mais voilà. Ils viennent de livrer un nouveau service Azure sur le CDN. Il y a déjà un petit moment, mais Cloudflare, qui est un autre gros concurrent au niveau du CDN, gagnait beaucoup de parts de marché. Et avec la Power Platform, ils n'ont pas le choix de mettre en place un service CDN pour tout ce qui est Power Apps, tout ce qui est Power Pages, tout ce qui est, toutes les applications qui sont créées. Donc, je pense que ça les a pas mal poussés. Ouais, je pense. Ouais. Autre chose. Donc, ça aussi, la semaine dernière, moi, je l'ai plus. Je l'ai de nouveau. J'ai fait les screenshots aussi. C'est la possibilité de faire des demandes de fichiers depuis SharePoint. Avant, on n'avait que ça dans OneDrive. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, le request file depuis OneDrive, je peux te le montrer rapidement, celui-là. Si vous êtes dans un OneDrive, donc ça, c'est la nouvelle homepage, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, vous pouvez sélectionner un dossier et vous avez le request file ici. Ce qui va permettre d'avoir une interface qui, des personnes de l'externe vont pouvoir dropper directement des documents sans se connecter en fait directement à votre dossier. Et cette fonctionnalité est rendue disponible aussi maintenant sur SharePoint. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a quand même plein de prérequisites. Donc, il faut vraiment un tenant qui est pas mal open pour arriver à avoir la fonctionnalité. Et en gros, vous allez sur une bibliothèque de documents et quand vous sélectionnez en fait un folder, il apparaît ici le coquin Request Files ici ou directement depuis le menu ici. Là, vous avez en fait donc une description que vous êtes obligé de donner. Et une fois que vous donnez ça, après vous donnez le lien à n'importe qui et cette personne va pouvoir y dropper un document avec toujours le nom et le prénom de l'identification. C'est pas ça. Je prends vite fait mes screenshots. Très bien. Mes screenshots.
Donc ça, on vient de voir la fenêtre pour créer un file request. Et quand vous êtes un user, enfin, vous vous connectez donc à cette page Microsoft, donc vous allez retrouver votre en-tête. Vous allez pouvoir dropper donc plusieurs documents sur un maximum de quelques mégas. Et vous mettez votre nom, prénom, vous faites upload, et en fait, ça va directement déposer le document dans la bibliothèque de documents, dans le dossier qui a été sélectionné, sans que l'utilisateur ait accès à celui-ci et au contenu. Ça, c'est plutôt cool. C'était attendu parce que je ne sais pas si d'autres sont déjà amusés avec ça. Moi, personnellement, je me suis beaucoup amusé avec des clients. Je prenais un OneDrive, un compte de service, on lui mettait une licence, on lui disait le file request et on faisait un Power Automate qui prenait les documents, qui est déplacé dans une bibliothèque SharePoint pour le partager à une équipe. Bah, en fait, on n'est plus obligé de faire ça. Maintenant, on peut directement le faire sur SharePoint. Tu drops directement tes factures dans un request. C'est ça. Donc, tu envoies ton répertoire, le nom de ton répertoire à tes clients. Le lien, en fait, et ça directement sur cette fenêtre-là. Tu drops directement. Rien d'autre que cette fenêtre. Tu dis, je veux déployer ces documents, nom, prénom, et en fait, le fichier donc, va être droppé avec les informations de l'utilisateur. Donc, on va toujours avoir le nom, le prénom et le nom du fichier. Cool. Et le dernier que j'avais noté, c'était la possibilité de renommer un raccourci dans OneDrive. Donc, comme vous le savez, si vous êtes sur une bibliothèque, SharePoint, vous avez la possibilité de dire « Ah, bah, je veux ces bibliothèques dans mes raccourcis OneDrive ». Je vois qu'il est un peu cassé. Donc, si je m'en vais ici, je dis « Document » et que je prends mon file request et je veux l'ajouter dans mes shortcuts ici OneDrive. Donc, il va apparaître après dans mes OneDrive, ici en l'occurrence. Je l'ai fait ici. Et vous avez la possibilité donc de le renommer. Mais si vous le renommez, on ne pouvait pas le faire tout simplement. Maintenant, on peut le faire, mais ça ne va pas avoir un impact sur le dossier lui-même qui est raccourci. Donc, vous êtes capable ici d'avoir un file request dans le groupe des usagers. Bah, si dans votre OneDrive, vous ne voulez pas avoir file request, vous pouvez dire, comme disait avant, par exemple, facture, vous mettez facture GUSP Québec, et ça va vous faire votre raccourci dans votre OneDrive, mais ça ne va pas toucher au SharePoint. C'est pas mal ça pour moi, les nouveautés que j'ai détectées durant le mois qui s'est écoulé. Ouais, le rename, ça fait longtemps que je l'attends parce que les gens qui utilisent le raccourci, ça apparaît avec le nom du répertoire. Et bien des fois, s'il y en a juste un, il va juste te montrer le nom du répertoire, puis tu ne sais pas dans quel site se trouve ce raccourci-là. Fait que les gens sont tous mélangés parmi leurs documents. Ça, c'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps. Merci, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Ouais. Question rapide qui vient d'être posée par Mario. J'en profite pour répondre parce que MSFT Community, votre compte MSFT Community, moi, je serais vous, je le réactiverai parce qu'il s'en vient bientôt. On va en parler dans Viva dans quelques minutes. Mais MSFT Community, si vous aviez perdu l'habitude de l'utiliser parce que c'était chiant, il fallait se déconnecter, se reconnecter, etc., moi, je vous recommande de le réactiver. Et pour le réactiver, c'est un tenant Microsoft, donc il va falloir que vous demandiez à l'administrateur MSFT Community de réactiver votre compte. Okay, donc Mario, il faut que tu ailles tu fasses une demande de connexion et il faut que tu fasses une demande de changement de mot de passe, etc. pour réactiver ton compte. C'est ça, mais à quelle adresse? Il faut que tu essayes de te connecter sur ton tenant. Puis en fonction du compte que tu vas utiliser, que tu vas dire que tu veux changer ton mot de passe ou tu veux changer tes accès, donc il va te renvoyer la demande vers l'administrateur du tenant qui est responsable de ce compte-là. Je l'essaye, puis il ne trouve pas mon compte. je te répondrai à part dans le meet-up. Je ferai un petit truc, un petit topo pour vous expliquer comment réactiver votre compte. OK? OK, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur SharePoint? OneDrive? OneDrive, Teams. Non? Une fois, deux fois? À juger? On a vu le dev. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter en dehors du graphe par rapport à SharePoint ou autre? Non, SharePoint, ils n'ont rien shippé. Donc, les crevards. Non, mais il n'y a pas eu de nouveauté côté SharePoint, ce dont je me souviens. À part c'était la partie page, mais c'était le dernier truc. Ouais, l'API des pages qui. on en a déjà parlé la dernière fois, je crois. Elle venait juste de sortir le mois dernier. C'est tout, c'est ça. OK, ça marche. Viva, très rapidement, pour qu'on puisse basculer après dans PureView. Viva, il y a beaucoup de choses. Parce que si vous regardez un peu les nouveautés, là où se concentrent les nouveautés maintenant, c'est plus dans les anciens services, c'est particulièrement dans tout ce qui est Viva. Okay, moi, je trouve, en tous les cas, de mon point de vue. Donc, si vous êtes un peu curieux, Viva Connection, nouvelle interface de connexion, nouvelle expérience de connexion à l'intérieur de Viva Connection.
Donc, on l'avait déjà annoncé, enfin, c'était déjà annoncé depuis un moment. C'est shippé, donc ça veut dire que si vous avez du Viva Connection dans vos Teams, vous avez déjà la nouvelle expérience qui arrive. Donc, soyez prévenus. Il y a un léger rafraîchissement du look and feel avec les dashboards qui sont un peu plus efficaces maintenant, qui permettent directement d'intégrer vos dashboards Viva Connection à l'intérieur de Teams. Là, encore, je pense qu'on prévoira cette année, mais un peu plus tard, de faire une session sur Viva, de faire une session sur tout ce qui s'en vient dans Viva, parce que chacun en est impacté, Viva Learning, Viva Connection, il y a du Viva dans tous les sens. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit depuis un petit moment, pour moi, la marque Viva, le brand Viva va remplacer le brand Office, à mon point de vue. C'est mon avis. J'ai participé à une conférence Viva il y a 2 mois à Toronto. Fait que c'était une journée complète sur Viva. On avait 5 salles. Puis il y avait des conférenciers sur tous les sujets de Viva. Il y avait du monde plein qui voulait entendre parler de Viva. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder si ça vous intéresse. Viva is the new office. Viva, c'est the new office où Microsoft parle beaucoup de employee engagement là, pour le côté employé. Viva, c'est ça. Il y en a qui le trouvent trop... que Viva parle un peu trop, il nous envoie un peu trop de courriels pour nous dire comment on travaille, comment on devrait travailler, comment on reçoit les choses, mais plus ça va avancer, plus ça va être utile. C'est pas fini. La pointe du iceberg. Ça n'est que le début. Ouais. Donc, si vous voulez, dans les diapositives, vous retrouverez les liens que je vous ai partagés, que j'ai partagés dans les diapositives sur tout ce qui est annonce de Viva. Donc, vous retrouverez beaucoup de choses sur la nouvelle expérience de Viva Connection, entre autres, avec quand est-ce que ça s'en vient, comment les dashboards, l'impact sur les dashboards, l'impact sur les feeds, l'impact sur les ressources que ça va générer. Donc, vous avez beaucoup d'informations qui sont publiées. Et encore une fois, si vous regardez, c'est là que se concentre la majorité des informations actuellement. Deuxième chose, Goals. Si vous n'avez pas encore regardé du côté de Viva Goals, il est grand temps de le faire. Si vous n'avez jamais entendu parler encore de OKR, donc Objectives and Key Results, ce dont on parlait le mois dernier beaucoup avec Benjamin, c'est le nouvel Eldorado. Okay? Les compagnies, ce qu'elles veulent, c'est être capables d'évaluer l'efficacité des collaborateurs, surtout en mode hybride. On est dans un contexte actuellement de travail qui amène en tous les cas, hein, si vous demandez, si vous posez la question en France, qu'est-ce que ça veut dire le travail hybride et le travail à la maison? Je l'ai encore entendu cet après-midi à la télévision française. C'est en gros, je travaille en pantoufles et je traîne dans le canapé à regarder la télé. Okay? Pour eux, le travail à distance, en France, c'est ça. Donc, on en est encore là, puis c'est la réalité. Okay? Donc, il y a un gros problème au niveau de l'évaluation de l'efficacité des utilisateurs et dans leur travail. Et l'OKR, c'est dans le nouveau processus, dans la nouvelle façon de gérer les processus, c'est le nouvel Eldorado. C'est là que tout le monde veut s'en aller. Donc, Viva Goals, si vous regardez un petit peu sur le blog post, vous aurez plus d'informations sur justement qu'est-ce que ça veut dire, Objectives and Key Results, les OKR, et comment est-ce que ça s'en vient dans Goals. Donc, on va préparer une session là-dessus parce que ça, c'est un énorme morceau. Ça, c'est ce que moi, j'avais intégré dans Enterprise Brain sur la capacité à pouvoir suivre le travail des utilisateurs. Donc, j'avais déjà pas mal réfléchi à ce truc-là depuis longtemps, puis on pourra en reparler et comment ça s'applique dans vos organisations et quels impacts ça va avoir dans vos organisations et dans l'amélioration des processus, parce que ça va en avoir. Okay? Donc, Viva Goals, c'est un produit, il est disponible, vous pouvez le tester déjà, et ça va avoir un gros impact sur Azure Active Directory et sur beaucoup de choses qui vont à l'intérieur de votre Active Directory. Autre annonce, j'essaie d'aller vite pour pouvoir aller sur du PureView après. Autre annonce, nouveau Viva Engage, et il y a pour enfin dire du bien de Yammer. Ça n'existe plus. Feu Yammer. Il n'y a plus. Yammer n'existe plus. Ben, c'est marrant parce que quand je dis que SharePoint n'existe plus, tout le monde me tombe dessus à bras raccourcis en me disant c'est pas vrai. Mais là, tout le monde est content de dire que Yammer, ça n'existe plus. Pourquoi ça, l'ont pas nommé Viva SharePoint existe encore. Viva Connection, qu'est-ce que c'est? Grave. C'est SharePoint intégré dans Teams. C'est exactement ça. Donc, il n'y a plus de SharePoint, il n'y a plus que du Viva Connection. Ouais. On est d'accord? Oui. Donc, Viva Engage, beaucoup de nouveautés dans Viva Engage. En particulier, on rentre enfin dans l'utilisation que rappel de 2017 sur la présentation que j'avais faite sur le Social Knowledge Network.
on est dans le Social Knowledge Network. Donc, c'est comment utiliser Engage, Feu Yammer, pour pouvoir aller vous laisser organiser vos storylines. Qu'est-ce que c'est qu'une storyline? C'est votre blog post. Les fameux blogs qu'on tient et qu'on essaye de tenir à l'extérieur sur des plateformes externes avec des newsletters, Storyline, c'est exactement la newsletter que vous organisez sur tous vos blog posts et donc toute votre expérience à l'intérieur de la compagnie sur la capitalisation du savoir-faire et de vos connaissances. Et comment vous allez les partager au travers de l'outil interne de partage de savoir-faire. Donc, c'est exactement ça. C'est comment connecter la connaissance avec le savoir-faire pour pouvoir amener ça dans la compagnie et pouvoir justement améliorer ou en tous les cas partager le savoir-faire. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu crées ton blog post sur SharePoint Publishing Site et puis après tu mets là-dedans? Tu crées juste dans Engage. Dans Engage, tu crées juste un article, exactement comme tu fais dans LinkedIn aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, je vais y revenir sur LinkedIn, sur lequel LinkedIn. Donc, tu crées juste ton blog post, ton article, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, et ensuite, après, ça devient une série de blog posts. C'est ton blog et c'est ton storyline. C'est l'histoire que tu racontes au travers de ton expérience. Que tu as, donc ça c'est par rapport à un individu, mais par exemple si tu voulais représenter un groupe, dire on est l'équipe whatever et on a des blog posts, est-ce que tu peux faire ça? Pour l'instant, il n'y a pas de storyline pour les équipes. Okay. Le storyline, c'est individuel. C'est-à-dire que ça concerne le savoir-faire, la capitalisation du savoir-faire d'une personne. En particulier, okay. Ensuite, un groupe peut utiliser ce savoir-faire et le mettre en commun dans une publication commune, dans un groupe. Mais ça reste une publication d'une personne. D'accord. Le savoir et la connaissance est toujours attaché à une personne, pas à un groupe. Par contre, un groupe peut l'utiliser. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Par rapport à ça, les groupes, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens de faire pour un groupe? C'est-à-dire que est-ce qu'il vaudrait mieux créer ta story dans Viva Engage en tant qu'individu, la repartager dans ton groupe ensuite, ou bien, puisque tu as un groupe, aller directement dans les exactement la même chose. C'est exactement la même chose, justement, c'est l'avantage de Storyline. C'est que Storyline va prendre tes articles n'importe où ils sont dans le réseau. Et ils vont agréger ton blog post. C'est exactement comme si c'était ton blog post. Ça va venir des différentes communautés dans lesquelles tu interviens. Mais si tu es abonné à une Storyline, tu as accès à tous les contenus, y compris certaines qui pourraient être potentiellement cachées dans une communauté auxquelles tu n'aurais pas accès. C'est là où ça devient intéressant. D'accord. Donc, regardez bien du côté de Storyline, c'est déjà disponible dans Engage et il y a un gros changement qui a été fait dessus. Là où on s'en va par rapport à Storyline, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, puis je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais comme par hasard, cette fonctionnalité dans LinkedIn a de plus en plus de succès. La capacité à écrire et à partager des storylines à l'extérieur de la compagnie. Donc, c'est sûr que quelque part, dans le Storyline d'Engage, il y aura une connexion quelque part à LinkedIn. On ne sait pas dire quand, on ne sait pas comment, mais ça va se produire. Donc, ce qui est surtout super intéressant, c'est enfin la capacité à pouvoir lancer des campagnes de réponse et d'être capable de capitaliser sur le savoir-faire qui a été partagé. Donc, c'est vraiment, on y est là, on est vraiment dedans avec les Advanced Analytics qui vont un peu plus loin dans ce qui a été partagé et d'être capable d'aller faire du sentiment analysis en temps réel sur tous ces contenus, sur la façon dont les gens ont réagi, sur qui a réagi, quelles sont les personnes qui sont détentrices du savoir-faire dans une compagnie, etc. etc. Donc, c'est intimement connecté également au OKR. Parce qu'on est exactement connecté là-dessus. Donc, ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose par rapport à Viva, les answers, justement, dans Viva. La capacité à pouvoir, dans Engage, d'être capable de dire ça, c'est la réponse ou c'est la meilleure réponse à une question. Donc, d'être capable d'ouvrir la communauté et de dire cette réponse-là, c'est celle qui est considérée comme la meilleure réponse. Qu'est-ce que ça veut dire en arrière? Ça veut dire que votre super chat GPT qui s'en vient et qui va arriver dans Viva bientôt va être capable d'aller utiliser toutes les informations qui proviennent des meilleures réponses qui ont été fournies aux questions. Ça va permettre d'identifier la personne qui est détentrice du savoir-faire et détentrice de la connaissance, parce que c'est lui qui a répondu aux questions. Donc, ça engage beaucoup de choses sur comment est-ce que, encore une fois, le savoir-faire est identifié et comment est-ce qu'il est valorisé dans le réseau. Donc, on y est. Okay. Donc, ça, c'est les annonces de Viva qui ont été faites principalement au mois de février. D'autres choses que vous vouliez ajouter sur Viva? Les nouveautés que vous avez vues passer, peut-être? Non?
J'ai eu un commentaire ou une question. Une question? Pas une licence spéciale pour Engage. Alors, au niveau licensing, je pense qu'il faudra qu'on en reparle parce que c'est un peu plus compliqué que ça. La licence d'Engage est directement inclue avec la licence par défaut de 365. Mais là encore, comme dans le cas de Teams aujourd'hui, on a une notion de service premium qui s'en vient sur quasiment tous les services de Viva. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Il ne faut pas oublier que c'est un organisme à but lucratif. Hein? Ouais. Non, Viva Learning est tous les produits qui sont dans la plateforme, dites-vous qu'ils ne sont pas gratuits de toute manière. Ce terme gratuit n'existe pas. Maintenant, est-ce qu'ils sont inclus dans la licence que vous payez déjà? C'est une autre affaire. Donc, il faut regarder qu'est-ce que les licences que vous avez inclus comme service et comme accès au service. Mais Microsoft ne fournit aucun service gratuit. Ça n'existe pas. Pour les consommateurs, si. OneDrive, Outlook, Non, ils échangent contre la publicité. Donc, c'est toi le produit. quand un produit est gratuit, c'est toi le produit. Règle de base. En ce moment, tu n'es pas obligé de sortir ta carte bancaire, on va dire. C'est le produit. OK. On va gagner du temps. Je pense que pour passer sur Preview, on va éliminer la partie Power Apps et Automate. Rappelez-vous que Power Apps et Automate et tout ce qui est Power Platform, la communauté de Luc est toujours active. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder du côté de la communauté de Luc. Il y a des rendez-vous mensuels qui sont aussi organisés. Je ne peux que vous encourager à les suivre si jamais vous êtes intéressé par Power BI, surtout Power BI, beaucoup, et Power Platform avec Power Automate et Power Apps. Okay. Et Dataverse, tout l'univers Dataverse. Juste un tout petit truc que je vous avais déjà annoncé le mois dernier. Rappelez-vous que les Model-Driven Applications sont en train de changer avec l'idée du Model-Driven Application. Et bientôt, le Model-Driven Application va devenir le modèle d'application défaut dans lequel on intégrera, y compris, des composants Canvas. Puisque Canvas sera finalement une fabrique à composants. C'est un peu la direction qu'on prend. Il y a plein de papiers qui sont déjà publiés sur ce côté-là, donc je ne peux que vous encourager à les lire. Okay. Là encore, soyez proactifs. Si vous avez des sessions que vous voulez voir, posez-nous des questions dans le meet-up. Demandez-nous, on veut une session sur telle et telle affaire, sur model driven, sur machin. Et nous, on essaiera de vous trouver les meilleures personnes pour en parler. Make sense? Pureview? Good. J'ai une question dans le chat pour toi, Nico. Ah, il y a une question dans le chat. Oui, ben, je suis en train de répondre. Je vais t'envoyer le lien pour le user group de Montréal. Ouais. On peut le repartager dans le meet-up aussi. Ouais. Faire un croisement de meet-up, ça peut être bien. Surtout, ça évite de prendre de l'espace de Power Platform dans la session qui a déjà pas mal de contenu maintenant. Ça revient, contenu. Donc, Pureview. L'idée, c'était de vous faire une présentation de ce que c'est que Pureview. Donc, on ne va pas aller non plus trop creux dans le Pureview aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu une session par le passé de tout ce qui était sécurité. Et sincèrement, ce qu'on en a retenu, c'est que les gens étaient à la fin tous perdus avec des petits logos de produits qui traînaient dans tous les sens et à la fin, une incompréhension de ce que c'était que la sécurité. Je pense que c'était le feeling. Okay. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut rester concentré sur qu'est-ce qui est le plus important lorsque vous avez à gérer un environnement Microsoft 365. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut rester concentré. Okay. Encore une fois, comme l'a dit Serge au tout début, l'idée, ce n'est pas de vous faire un grand cours solennel sur qu'est-ce que c'est que Pureview, c'est parlez-nous aussi de vos expériences. Vous avez déjà une expérience de Pureview, parce que comme on va le voir, c'est beaucoup de réutilisation de services qui existent déjà, avec les étiquettes, avec tout un tas de choses. C'est juste une question de branding. Okay. Plus quelques produits qui s'en viennent, mais c'est surtout un rebranding. Je l'ai pris, si je peux me permettre, un peu à la manière de Microsoft Entra côté plus identité, la partie plus data, finalement, ça a été Pureview. Avant, c'était le centre de conformité, c'était le centre de sécurité, là, qu'on connaissait déjà. Recherche, etc. Maintenant, leur nommer, c'est Pureview, puis ça. Ouais. Possiblement, par la suite, il y aura une offre plus financière qui sera rattachée à Pureview, qui reprendra absolument tous les modules. Qui vont descendre dessous. Ouais. Centre de sécurité rendu Defender.
Purview, c'est conformité. Entra, c'est identité. Alors, il y en a un, moi, que je n'arrive pas trop bien à placer là-dedans, c'est Priva, Privacy. Il y a un service qui s'appelle Microsoft Priva, qui est encore en bêta. C'est plus le légal, ça. Ouais. C'est plus le légal avec toutes les lois. Moi, je ne connais pas ce côté-là, mais vraiment le privacy, tout ce qui est GDPR, et puis l'impact que ça va avoir, et puis, etc. OK, donc l'idée, en tous les cas, autour de Purview, c'est que comme les données transitent de plus en plus au travers de tous les appareils qu'on a et tous les systèmes dans l'entreprise, l'idée, c'est vraiment d'avoir une prise en charge complète du patrimoine de données. On parle de plus en plus du patrimoine de données d'une entreprise. Puisque c'est vraiment ce que c'est finalement, puisqu'on sait aujourd'hui que de plus en plus, la vraie valeur d'une entreprise, c'est les données qu'elle est capable d'avoir et la valeur financière que ça peut permettre d'apporter à l'entreprise. Donc, les entreprises aujourd'hui manquent encore beaucoup de visibilité par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les données. Et ça, c'était surprenant comme chiffre. 93% des données au sein d'une entreprise ne sont pas visibles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'applications qui sont encore des legacy, des vieilles applications, pour lesquelles personne n'est encore au courant dans l'entreprise. 93%, c'est énorme. Ça me paraît complètement énorme, quoi. Donc, ça veut dire que c'est sûr que le potentiel, il est gigantesque, parce que ça veut dire que des données, il y en a encore beaucoup à aller chercher, quoi. Et ça, pour compléter ce que tu dis, c'est également l'historique des données, parce que une grande part de ces 93% provient de l'historique des données, d'équipes qui ont travaillé ensemble, mais vu qu'il n'y a pas de cycle de vie derrière tout ça, il y a eu un amas de projets qui se sont enchaînés, puis qu'on a laissé là, parce qu'il s'est terminé ou non, et que personne n'a géré. Une grande partie, en fait, de ces données-là aussi, c'est tout simplement de l'historique et en fait un manque de gestion, finalement, de ces données, une fois qu'elles auraient dû être archivées. Tu viens de me faire allumer sur carrément... Ouais, OK, maintenant, je comprends mieux 93%. C'est ça. Effectivement, l'historique, c'est un énorme... Dans l'exemple, tu sais, des teams où tu as des personnes qui étaient à owner du team et la personne part de l'organisation, il n'y a plus d'owner, mais il n'y a plus de membres non plus. Tu te retrouves avec des teams totalement orphelins. Et puis, ouais, c'est ça. Mais pas vide, avec du contenu. Avec du contenu, mais personne pour voir s'il doit rester ou s'il doit partir dans une archive. Et ça, aujourd'hui, j'ai pas mal de fois chez les clients quand même. J'ai quelques clients comme ça. Ouais. Ça rappelle les SharePoint orphelins? Oui, exactement. C'est la même histoire. Mais rien ne se perd, rien ne se crée. Un des éléments essentiels dans la gouvernance, sans vouloir positionner ce mot-là, mais c'est quelque chose d'important, c'est le cycle de vie. On entend souvent avec l'identité, le cycle de vie d'identité, les arrivées, les départs, les mutations, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est autant critique avec la donnée, voire plus critique, parce que comme tu l'as évoqué, ça représente quand même la valorisation de l'entreprise. Et c'est également par les données, une fois qu'on a réussi à rentrer par l'identité, qu'on va entre guillemets, faire du vol de données, réutiliser ces données, pas forcément à bon escient. Donc aujourd'hui, ça représente un risque quand même majeur de ne pas les gérer correctement. J'en profite parce que toi, en plus, tu es beaucoup sur l'identité. Donc, j'en profite pour revenir sur la bonne pratique de base qui reste encore pas forcément vraie dans toutes les entreprises, c'est le fait de supprimer un utilisateur. Supprimer un utilisateur de l'Active Directory. J'ai encore des compagnies qui le font. Comment est-ce que tu fais un audit quand tu supprimes un utilisateur de ton Active Directory? C'est un vrai problème d'audit, quoi. C'est un utilisateur. On discute là, hein. Mais la bonne pratique, c'est quand même que, au moins pour une période de rétention minimum, tu ne supprimes aucun utilisateur, tu les désactives tout au plus. Éventuellement, en plus, tu peux le réactiver si jamais la personne revient. Mais l'identité, elle est hyper importante pour être capable de tracer exactement qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la donnée. Et encore trop d'entreprises suppriment les utilisateurs parce qu'ils pensent qu'ils vont s'éliminer des licences grâce à ça. Alors, dans le même type de scénario, j'ai cité quelques clients où, par exemple, tu as des utilisateurs qui partent pour une longue période de temps, ils reviennent ensuite et ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va leur enlever une licence, parce qu'après, la gestion de licence, est-ce que tu vas laisser une licence à un user pendant 1 an alors qu'il ne va pas l'utiliser? C'est des coûts, c'est des frais qui vont être inutilisables. Et ils se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un onboarding, on va dire, OK, on fait des backups, donc du OneDrive, de la bibliothèque, des Teams, parce qu'il y a des conversations one-on-one et des groupes qu'il faudrait conserver, et que si la personne revient, qu'on est capable de restaurer ça. Et en fait, j'ai pas mal de clients qui se posent la question sur comment est-ce qu'on va gérer ce type d'informations, parce qu'il n'y a aucun outil out of the box qui permet de dire, je fais le backup de tout ça pour un user, et s'il revient... En plus, c'est pas logique, parce que tu sais qu'un SID, tu es incapable de le recréer identique. Donc, ça veut dire que tu recrées un utilisateur, ton SID ne sera pas le même. Donc, ton objet que tu as sécurisé, que tu as sauvegardé, est sauvegardé avec une identité, un SID, mais qui ne sera jamais le même.
SID, donc l'identifiant unique d'un utilisateur, c'est pas l'UPN, comme certains pourraient le croire, c'est pas le nom, prénom, arrobase, le nom de la corporate, il y a un ID qui est généré derrière. Et si on supprime un compte utilisateur et qu'on recrée le même avec le même nom et prénom, tout ce qui va bien, mais l'ID qui est derrière, lui, n'est plus. Ça ne sera jamais le même. Ça pose un vrai problème. Mais oui, mais après, ça, c'est vraiment chaque organisation qui applique une méthodologie. Mais effectivement, à des fins d'audit, la forte recommandation, c'est de ne pas se faire de suppression, au moins pendant la période de rétention. Okay. Alors après, il y a des solutions qui existent, par contre, pour faire des backups intégrales de SharePoint ou autre, peu importe, et de les restaurer de manière granulaire. C'est-à-dire, on rajoute l'utilisateur si on veut. Mais là, à mon sens, c'est quelque chose qui est beaucoup plus coûteux à gérer et à adresser que de laisser une licence pendant 6 mois ou 1 an. Et le risque est beaucoup plus élevé aussi. De retomber exactement. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire là-dessus. Il faut penser aussi de récupérer les licences parce que, dépendamment du taux de roulement que tu as, si tu payes pour 500 licences pour rien pendant 6 mois, il y a un coût. Non, mais dans Office 365, tu peux très bien avoir un utilisateur sans licence. Sans licence. Oui, mais après, par contre, tous les services qui sont liés, tu les perds au bout d'un moment. C'est 60 jours, 90 jours, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, pour la boîte mail, tu les actives. C'est 90 jours pour supprimer. Et il faut savoir que, par exemple, les messages que tu as dans Teams sont liés à ton compte Exchange. Donc, si tu perds ton compte Exchange, tu perds tous tes messages Teams. En même temps que tu es en one-on-one avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Tu perds tout. Pour OneDrive. Donc, le but, c'est de conserver cette information-là sur une période de temps qui est au-delà de 60 à 90 jours pour que si la personne revient ou quoi que ce soit, tu puisses être en mesure de le restaurer. Bon point. Oui, sur cette partie-là, je pense qu'on pourrait y passer. Non, mais c'est une discussion super intéressante quand même en termes de gouvernance. Le cycle de vie de l'identité des data, je crois que c'est intimement lié en fait, et puis le sujet est totalement complet là-dessus. Là. Il y a vraiment des questions à se poser. Gilberto a mis un commentaire et disait on ne peut pas simplement retirer la licence mais laisser le compte actif. Mais je ne le laisserai peut-être pas actif parce que s'il est actif, un hacker pourrait trouver son mot de passe et se connecter puis peut-être avoir accès. Tu peux accéder à du SharePoint sans licence en fait. Hein, comme Nicolas dit, tu peux accéder à des sites intranet, tout ce qui est public, sans compte, sans licence, tu peux y accéder à ça. Donc, ce n'est pas forcément une best practice, mais le problème de la licence, c'est ça en fait. Si on enlève une licence à un user, il perd les services, mais les datas qui sont liées au service après un certain temps va être automatiquement supprimée. Donc, c'est cette data-là qui va être intéressante. Ce n'est pas tant l'accès en tant que tel, c'est la data qui est aussi derrière liée au compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, la problématique, encore un autre use case, beaucoup de gens, ils ne savent pas que Teams, c'est pour du collaboratif. Ils vont utiliser leur OneDrive et partager ça à plusieurs collaborateurs. Et cette personne part, active son compte, on supprime tout ça, et les gens ils disent mais comment ça se fait que j'ai plus accès au PowerPoint qu'on avait avant? Bah oui, il n'était pas dans Teams, c'est dans un OneDrive, et la personne elle n'a plus son OneDrive. Exact. Ouais, donc il y a une vraie stratégie à mettre en place là-dessus en tous les cas. Il faut vraiment y réfléchir. Les plans de gouvernance autour de la plateforme Microsoft 365 et finalement sur tous les autres produits, pays et initiatives CAS sont des vrais sujets dans les organisations et encore plus aujourd'hui. Moi, je pense que dans c'est juste qu'aujourd'hui c'est visible. Mais je pense que dans PureView, on est là justement. C'est ce genre de questions qui vont se poser avec PureView, de mon point de vue en tous les cas. Exactement. Donc, pour continuer sur PureView, l'idée c'est justement, on a un paysage qui est très fragmenté, on le sait tous. C'est-à-dire on a des applications dans tous les sens, avec éventuellement des brèches qui sont ouvertes un peu partout, des failles d'exposition, des exigences réglementaires qui sont non respectées, des entraves à la transformation numérique, des échecs d'audit, la réputation éventuellement de votre marque, de la compagnie, qui est en danger, parce que les données sont potentiellement hackées, récupérées, utilisées, voire même l'IP qui pourrait être réutilisé. Donc là, c'est vraiment du blabla marketing, c'est les slides qui sont proposés par Microsoft. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience du besoin, en tous les cas, de mettre en place une stratégie sur la gouvernance de vos données. Okay? C'est le point de départ, en tous les cas, de PureView. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? PureView, l'idée, c'est de justement aider à protéger, à gouverner et gérer le patrimoine de données. C'est leur ambition. Donc, c'est vraiment un rebranding complet des différents outils qui étaient disponibles dans la conformité, entre autres. Ce qui était dans la conformité était avant dans la sécurité, qui a été séparé en deux. On connaît tous l'histoire, mais c'est intéressant de voir que maintenant, il y a un brand qui vient autour de la conformité. Mais pas seulement. Ce n'est pas seulement l'espace de conformité dans Office 365. Comme tu le disais très justement, Joris, ça va aussi du côté d'Information Protection dans Azure. Ça va aussi du côté d'Azure Active Directory, parce que ça a des impacts. Ça va aussi du côté de la gestion des données dans le Data Platform avec
PureView, avec l'interface de PureView qui est là, et qui va permettre de gérer justement l'interface de données. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Comprendre, ça, c'est déjà la première chose, d'être capable d'aller chercher les données et de savoir où est-ce qu'elles sont. Ça, c'est une vraie problématique des entreprises aujourd'hui, et pas seulement dans Microsoft 365. Ce qui s'en vient en plus de plus en plus avec l'usage du graphe, c'est quand même, à mon sens, un meilleur contrôle des données. Le graphe n'est pas seulement juste un moyen, de mon point de vue, juste un moyen d'accéder aux données de manière sécurisée au travers des endpoints, c'est aussi une manière plus raisonnée, plus contrôlée de pouvoir accéder aux différentes informations. Plutôt que d'avoir des bases de données partout, l'idée d'unifier tous ces accès-là, c'est aussi une meilleure prise de contrôle du contenu. Le modèle d'autorisation et d'authentification est en ligne au moins. C'est partout pareil pour toutes les API. Unifié. Et rien que ça, que ce soit pour les développeurs, mais que ce soit aussi pour les administrateurs, de savoir qu'ils n'ont pas 35 modèles d'autorisation, de permission, etc. différents. Ils en ont un qui est dans le portail Azure, et s'ils veulent auditer une application, ils ont juste à auditer les permissions de l'application en question. Ça facilite déjà beaucoup la vie. Après, ça amène d'autres challenges là, mais rien que ça, déjà, ça facilite beaucoup d'aspects. Rappelez-vous l'époque où on avait encore un CRM Dynamics qui était installé sur un SQL Server avec une identité SQL qui était utilisée sur la base de données plutôt que d'utiliser une identité Microsoft. Enfin, on avait encore toutes ces problématiques-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une homogénéisation autour de ça. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas encore parfait, mais je pense que ça fait partie des choses qui sont quand même grandement améliorées. Ensuite, l'idée, c'est vraiment, avec PureView, de protéger les données là où elles se trouvent. Parce que de toute manière, on n'a aucun autre moyen de le faire. Donc, ça veut dire qu'autour de Microsoft, c'est intéressant, parce que PureView vient avec une espèce d'offre globale qui permet d'adresser Microsoft 365, l'identité des utilisateurs avec le Zero Trust, et puis éventuellement tout ce qui va être dans le data platform. Mais il ne faut pas oublier que dans le patrimoine de données de l'entreprise, il y a tout le reste, tout ce qui n'est pas Microsoft. Les données que vous partagez sur Twitter ou que votre service d'utilisateur va engager avec vos utilisateurs au travers d'espaces Slack ou alors avec des moyens de communication WhatsApp ou des Telegram ou n'importe quoi qui est utilisé, si jamais vous avez une plainte client qui va être donnée par rapport à un mauvais service, il faut être capable d'avoir un audit, capable de savoir ce qui s'est dit dans ces conversations. Donc, ça fait aussi partie du patrimoine des données. Donc là, on est dans quelque chose qui est vraiment complètement, c'est énorme en termes de contrôle. Et PureView essaye aussi d'adresser ça. C'est là où je vous montrerai tout à l'heure dans l'interface. C'est quand même super intéressant, c'est un peu risqué, mais c'est très ambitieux, je trouve. Ça part dans tous les sens. C'est très ambitieux, je trouve. Exact. Mais c'est intéressant parce qu'il propose quelque chose. Mais c'est au moins de protéger les données là où elles sont. Donc, ça veut dire de s'asseoir sur la protection des données de Twitter, là où c'est pas simple avec un Elon Musk qui part dans tous les sens, s'asseoir sur la protection des données dans n'importe quel autre système, Salesforce. Salesforce, c'est encore un gros service qui est connecté, de plus en plus grâce à l'identité qui est partagée avec Azure Active Directory, heureusement. Donc, il y a des solutions qui commencent à arriver là-dessus. Donc, améliorer la posture de risque de risque et de conformité. La posture de risque, c'est un terme super intéressant. C'est quoi notre capacité à prendre un risque? Et ça, c'est quelque chose qui dépasse le cadre des IT. À mon sens, on n'est plus dans l'IT. C'est qu'en termes d'entreprise, c'est quoi ta capacité à prendre un risque versus le coût que ça va coûter de l'autre côté et le coût que ça représente à maintenir. Donc, c'est sans arrêt une balance qu'il faut réussir à gérer. Mais il y a tellement d'entreprises qui ne se posent même pas cette question-là. D'être capable de dire, OK, mais je ne connais pas mes risques, donc je ne sais même pas ce que ça pourrait me coûter. Alors, ce que ça prend, est-ce que c'est ce que je trouve intéressant dans PureView, c'est que ça prend une interface capable d'évaluer le risque. Être capable de dire, OK, garçon, là, si tu ne fais rien sur ce truc-là, tu cours un gros risque et tes données, elles ont une valeur. Donc, tu prends un gros risque. C'est sûr que tu ne veux pas dépenser tes 50K sur ce truc-là, mettre en place ce truc-là, mais là, ce que tu risques de perdre, c'est peut-être 250 ou 500K de données de l'autre côté, ce que ça représente. Donc, c'est ça qu'on essaie d'obtenir. Notre capacité à assumer une posture de risque. Okay. Donc là, on n'est plus dans l'IT, on est vraiment dans la stratégie d'entreprise par rapport à la gestion des données. Donc, PureView, c'est très, très gros. Okay. Ramenons ça maintenant à, comme je le disais, à Microsoft 365 pour notre cas. Donc, c'est vraiment risque et conformité et la gouvernance unifiée des données, donc ce dont tu parlais par rapport à Azure. Okay.
Donc, grosso modo, c'est l'assemblage des deux. Donc, ce qu'on va trouver à l'intérieur, ben, plusieurs produits qui vont être petit à petit réassemblés à l'intérieur de PureView. Le premier est celui sur lequel est basée toute la stratégie de PureView. Et c'est intéressant parce que rappelez-vous que Microsoft, quand il oriente une communication, le travail de Microsoft, à la base, c'est du marketing. Hein. Donc, quand ils orientent une communication et quand ils commencent par un produit dans leur présentation, ça a beaucoup de sens. Donc, le data map, c'est un produit pour lequel probablement la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler. C'est vraiment le cœur de PureView. Le cœur de PureView, c'est dans Azure d'avoir un service capable d'aller chercher toutes les sources de données n'importe où elles se trouvent dans l'entreprise. Donc, en gros, c'est un énorme sniffer, en gros, qui est capable d'aller analyser toutes les trames de données et d'être capable de dire « Waouh, là, il y a des données que je n'ai pas vues, puis il faut que j'en tienne compte. » Donc, l'idée, c'est d'envoyer un chien renifleur dans toute votre entreprise, au niveau de votre réseau et au niveau des différents services web, ce qui complique encore plus la chose parce que maintenant, on a quand même de plus en plus de services web qui sont utilisés. Donc, c'est d'avoir vraiment une analyse à 360 degrés de toutes les données qui transitent à l'intérieur de vos flux de données, okay, de vos flux d'informations. Donc, DataMap, c'est à ça que ça sert. C'est sûr que c'est très fortement connecté à tout ce qui est data platform, parce que c'est sûr qu'en arrière, on utilise le data lake, on utilise Azure Machine Learning pour pouvoir faire fonctionner toute la machine et les algorithmes. On utilise OpenAI, une grosse partie des algorithmes d'OpenAI pour être capable de faire de la détection automatique de données. Donc, ce que fait un data scientist, en gros, d'être capable de chercher dans les données à quoi elles ressemblent par corrélation. Donc, il va être capable de détecter la totalité des sources de données. Ensuite, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il dit, voilà les données que moi j'ai détectées, maintenant, je vais avoir besoin de toi pour renseigner certaines informations. Donc, ça ressemble au Graal que chacun cherche à obtenir au niveau du data, c'est d'avoir un data catalogue qui ait de l'allure dans une entreprise. Parce que quand il s'agit de valoriser les données d'une entreprise, faut-il avoir un catalogue qui soit convenablement tenu. C'était ce qui leur manquait. Hein. Ça leur manquait cruellement là, dans les années, je dirais 2008, quand ils ont commencé à faire de la protection de données avec le service RMS. Ce qui leur manquait, ce qui était reproché à Microsoft. Bon, ça a bien évolué depuis ce temps, mais ça, c'est l'aboutissement de plusieurs années, voire dizaines d'années sur ce sujet-là. L'avantage, c'est qu'ils ont aussi travaillé sur ce contenu-là. Je veux dire, ils ont aussi du contenu sur lequel ils ont pu travailler. La force, à chaque fois, de Microsoft, c'est j'ai du data de la part de mes entreprises, je sais ce qu'ils font avec, et donc je ne vais pas chercher dedans naturellement, mais je suis capable d'entraîner des algorithmes sur ces données-là, tout en respectant la privacy, qui va être capable de détecter les choses de manière plus naturelle. Surtout avec la force, en plus, d'algorithmes comme OpenAI qui viennent de rentrer dans la loupe. Donc, voilà, pour moi, en tous les cas, le cœur de PureView. Ensuite, notre fameux data catalogue, comme je vous disais, donc, enfin, un data catalogue qui va être capable non seulement de faire de la recherche tous azimuts, mais d'offrir la possibilité aux personnes qui travaillent dans l'entreprise d'avoir accès aux données. Parce qu'il ne s'agit pas juste de les collecter, les données, mais quelqu'un qui va être un data analyst, le rôle de data analyst dans une entreprise, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de l'analyse de données sur des sources de données qu'il doit être capable d'identifier. Donc, s'il n'a pas de catalogue de données, il ne sait pas travailler. Ou alors, il travaillera toujours avec les mêmes sources de données, uniquement celles qu'il connaît. Donc, c'est le rôle du data engineer, dans son rôle, de tenir à jour le catalogue, en utilisant les outils qu'il a à sa disposition. Donc, le data catalogue, ça va beaucoup améliorer la capacité de Power BI à pouvoir aussi utiliser l'algorithme de Q&A pour pouvoir aller poser des questions sur les données. Okay. Rappelez-vous que Q&A est toujours là dans Power BI et qui s'améliore beaucoup, surtout avec GPT 3.5 qui arrive sur Q&A. PureView Data Estate Insights, ben, on est exactement dans ce qu'on appelle justement le patrimoine, la gestion de patrimoine des données. Data Estate, c'est vraiment la gestion du patrimoine de données. Et les insights, c'est d'être capable d'avoir un algorithme prédéfini, automatique, donc un peu à la manière de Q&A, qui va être capable d'aller faire de la détection automatique et de faire des insights, donc de chercher des corrélations entre les sources de données qui existent. Être capable de détecter les redondances dans les données. Et qui dit redondance dans une gestion de données, dit risque, parce qu'on risque de faire une erreur dans la façon d'utiliser les données si jamais il y a la redondance. Donc, identifier toutes les redondances, identifier toutes les failles, identifier tout ça. Donc, Estates Insights, super intéressant, parce qu'il est capable en temps réel d'aller chercher justement des insights sur ces ressources-là.
Donc, on est beaucoup sur le data platform dans les 3 premiers blocs qui sont déjà dans PureView, dont on vient de parler. Okay, donc, on est beaucoup sur Azure et sur le data platform. Protection des données là où elles sont. Là, je vais te laisser la main. Sur Information Protection. Exact. En fait, il y a différents éléments et puis si je peux te reprendre la main. Vas-y, bien sûr, je t'en prie. Et pour ce faire, en fait, je suis allé rechercher une slide que j'avais jouée ici. J'ai toujours l'écran. Une slide que j'avais jouée ici en 2015, la première fois que je suis venu à Montréal. Ça ne nous rajeunit pas. Et en fait, cette slide est toujours d'actualité, c'est ça qui est intéressant. Et elle résume bien la situation au niveau de la protection, finalement. C'est quelque chose de très simple à expliquer. Et alors, ça va pas être long. Excellent. Bon, là j'ai mis PureView. Alors là, ce qu'il faut voir, hein, c'est pas toute sa globalité. On fait un focus sur la protection. Alors peut-être que vous vous en rappelez de cette slide, parce que je l'ai joué pas mal de fois sur différentes présentations. En fait, finalement, c'est comment comprendre un petit peu l'approche qu'on va en avoir en fonction de ce qu'on veut faire. Parce qu'on va pouvoir parler de ça un petit peu sur les différents éléments au niveau de PureView. Donc, déjà, il faut bien différencier deux choses. Il faut différencier le fait de protéger sa donnée versus de la protéger, de la faire sortir de l'organisation. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Puis l'approche n'a rien à voir aussi. Et les enjeux sont différents. Donc finalement, pour faire simple, on a le terme de DRM et le terme de DLP qui s'opposent, mais en même temps qui peuvent travailler ensemble. Donc le DRM, ça va protéger le document en tant que tel, tandis que la partie DLP va consister à protéger plus je dirais, l'élément périmétrique de mon organisation. Périmétrique dans le sens de ne pas faire sortir les éléments on va dire, du scope que j'aurais défini. Donc là, effectivement, j'ai mis les anciens noms pour que ce soit un peu parlant. Hein. Il y a eu énormément de mouvements ces dernières années au niveau de Microsoft. Hein. À l'époque, c'était la partie RMS. Ensuite, on a eu Azure RMS. Ensuite, on a eu AIP, pour Azure Information Protection. Et maintenant, bon, on a un gros branding PureView. De l'autre côté, la partie DLP, c'est resté DLP. Bon, on a eu de la chance, ça n'a trop bougé. Bon, c'est un terme plutôt générique. Ce qui s'est amélioré par contre, c'est qu'avant, on avait un DLP différent entre Azure et Microsoft 365. Donc, qu'est-ce que c'était compris dans Microsoft 365 versus ce qui était plus proposé, plus en détail à l'époque, alors je parle il y a peut-être 2-3 ans de ça, au niveau purement de la plateforme Azure. Bon, là, ça s'est un peu consolidé et simplifié. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que peu importe l'un et peu importe l'autre, au niveau de ces solutions-là, ça prend un prérequis qui paraît... Quand je vais le dire, ça paraît logique, mais en fait, ce n'était pas logique pour tout le monde. Et ce prérequis-là, c'est la classification de documents. Comment je sais que je dois protéger tel document? Comment je sais que ce document-là est sensible et donc ne doit pas sortir de l'organisation, et ainsi de suite. Enfin, on peut facilement... identifier, en fait. Exactement, 50 scénarios là-dessus. Et en fait, le prérequis de tout ça, c'est tout simplement l'identifier. Identifier que c'est un document confidentiel, un document secret, identifier que c'est un document marketing, etc., etc. Et donc, maintenant que j'ai présenté cette petite slide pour expliquer dans les grandes lignes les éléments, ce qui va nous intéresser, nous, à notre niveau, peut-être à regarder, ça va être 3 éléments. Alors, 3 éléments. Alors, je vais changer mon partage. Ça ne va pas être long. Ça va être ces 3 éléments-là que j'ai cités. Donc, premièrement, la classification de données, qui est en fait la première étape à aborder sur ce type de sujet. Et ensuite, on va pouvoir regarder le principe d'étiquetage et le DLP. Est-ce qu'il y avait de ton côté, Serge, des choses que tu voulais évoquer? Je te laisse aller, je vais... Complète, n'hésite pas, tu me coupes, hein, d'accord? Ouais. Super, donc on est là sur une interface que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de créer, qui est l'interface PureView, donc qui va reprendre les 3 éléments que j'ai évoqués tantôt. Premier élément, donc, qui est la classification des données. En plus, c'est une chance, il est en français. C'est une des rares interfaces que j'ai. Serge qui a tout traduit en plus. Un élément classification des données. Ensuite, on va jumper, on va sauter sur la partie protection des données, puis on finira sur la partie DLP. Donc, l'idée, c'est pas que je passe dans toutes les options, ça va être beaucoup trop fastidieux. Je vais aller sur les éléments essentiels pour vous donner un petit peu un pattern de base, pour vous projeter un petit peu sur ce qu'on peut faire. Donc, je vais directement aller sur les types d'infos confidentielles que nous propose par défaut Microsoft, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc, on en a un certain nombre. Donc, en gros,
Qu'est-ce que ça veut dire, cette partie-là? Ça veut dire que Microsoft nous aide par défaut à classifier nos données, selon tous ces exemples qui apparaissent à l'écran. Donc, on en a 307. Après, si je fais un petit filtre rapide que je fais Canada. Pas encore la loi 25. On n'a pas encore la loi 25, mais ça s'en vient. Ça va être ajouté, c'est Ouais. ça. Au fil de l'eau, les éléments sont rajoutés. Par contre, on a quand même un certain nombre d'éléments qui sont directement rattachés aux normes et aux numéros qu'on peut retrouver ici aux éléments. Et notamment, par exemple, si je regarde la partie driver license, on regarde les différents modèles, et puis je suis certain, je l'avais croisé avant de vous le dire, hein, on va trouver le modèle du Québec. Et on va trouver, bien entendu, le modèle des autres provinces, parce que en fonction de sa province, on va pouvoir appliquer des règles différentes aussi. Alors, ça, c'était juste pour vous expliquer qu'il y avait des modèles qui existaient, mais la plupart du temps, vous vous en doutez bien, ce qui est intéressant, c'est comment je protège mes informations que je juge personnelles. Alors moi, j'ai fait un exemple qui n'est absolument pas parlant, mais qui va être pratique à expliquer, que j'ai appelé GUM 7 Mars Zemo. Voilà, donc ça, c'est mon modèle de protection de données. Comment ça se passe? Alors, c'est assez simple à expliquer. La plupart du temps, il y a les modèles qui sont définis, qui peuvent s'appliquer à un ensemble d'organisations, mais également les modèles que vous allez vouloir appliquer à votre organisation directement. Et donc, comment il faut interpréter cet élément-là? Il faut l'interpréter dans le sens, dans mon organisation, quel label et comment je veux classer mes données. Alors, moi, le modèle que j'ai fait, c'est assez simple, hein. J'ai créé un modèle que j'ai appelé ville, et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir Montréal, ça va pouvoir me classifier comme étant ville de Montréal. On pourrait mettre, honnêtement, il y a des milliers d'exemples, hein. En fonction de l'organisation, c'est là qu'on parle de gouvernance de données. Ce qui est compliqué sur ces projets, ce n'est pas tant la configuration qu'on va en avoir au niveau de PureView, même s'il y a quand même un travail, hein, mais c'est l'avant. Donc, c'est l'analyse qu'il va y avoir de la gouvernance appliquée et de quelles sont les étiquettes et quelles classifications je vais poser. Donc, pour vous montrer rapidement comment ça se passe, hein, vous avez énormément de possibilités et de capacités que vous pouvez faire. Si je vais directement, alors au niveau de mon étiquette, vous avez un ensemble de configurations que vous pouvez faire, et ce que vous définissez, c'est finalement, est-ce que c'est des regex que vous faites pour détecter au niveau du document quelle va être sa classification? Est-ce que c'est des mots-clés définis? Donc, je dirais que c'est vraiment vous qui allez définir étape par étape, classification par classification, ce que vous allez pouvoir faire. Et puis, honnêtement, il y a toujours des scénarios qui peuvent être un peu tordus, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2-3 ans, vous pouvez vraiment aller très très loin sur le type de classification que vous allez pouvoir poser. Donc là, très clairement, ce que j'ai mis, moi je l'ai appelé ville, et j'ai mis, je respecte la casse, dans le sens, il faut que ce soit écrit Montréal comme ça. Donc, et à partir de là, si dans un document, je recroise Montréal en fonction justement de la pertinence du mot que je vais mettre dans ma configuration, ça va me le flaguer et ça va me le remonter comme étant un document classifié Montréal. Donc là, l'exemple que j'ai donné n'est pas le plus pertinent, je le conçois, mais admettons que vous ayez des chaînes de caractères que vous souhaitez détecter au niveau de vos documents de manière assez récurrente pour les classifier. Vous pouvez vous rajouter une classification comme ça, assez simplement. Donc ça, c'était juste pour expliquer un petit peu, finalement, comment se base et quels sont les éléments que vous pouvez faire au niveau de votre classification, et notamment le fait que vous pouvez créer vos propres étiquettes, votre propre classification. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller avoir, en fait, entre guillemets, le robot qui va passer, justement, que tu évoquais tout à l'heure, hein, et qui va classifier vos documents en fonction, justement, de la configuration que vous en aurez fait. Et vous allez vous retrouver, donc, moi, j'ai du personnel, du confidentiel et de l'interne. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir avoir une vue justement de votre contenu en fonction de où est-ce que ça se trouve et quelle est sa classification. Dans mon exemple, j'ai 3 documents personnels qui sont dans le OneDrive, et au niveau confidentiel, j'en ai un dans le SharePoint. C'est un exemple. On s'entend que le pourcentage de données est très faible, mais c'est ça l'idée. Sur le chat, avant que tu t'en vas justement, tu parlais de détection des mots, il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'une photo de permis de conduire peut être détectée? Oui. La réponse est oui.
On peut faire de la détection d'images et d'être capable de détecter ce qui va être écrit sur l'image. Les algorithmes actuels permettent de faire la reconnaissance, y compris sur les images. Sur les suites d'images, y compris dans les vidéos. Alors, je ne sais pas si c'est une Alors, je sais pas si c'est clair ou pas dans le. Bon, moi, ça peut être double sens qu'on détecte la photo du visage de quelqu'un et on irait jusqu'à la flouter. Ou est-ce que c'est des caractères dans une image? C'est pas la même chose parce que les caractères de l'image, alors effectivement, maintenant Microsoft est capable d'aller chercher les chaînes de caractères. C'est une vraie question, je pense, c'est peut-être alternatif là. Est-ce qu'on est capable de détecter qu'il y a une photo de quelqu'un dans un document et du coup de détecter, attention, ça peut être sensible parce qu'il y a une photo d'une personne et pas juste une image posée? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la fonctionnalité, on en est capable. Aujourd'hui, est-ce que c'est disponible dans l'outil? Pas à ma connaissance. Je n'ai pas essayé. Ouais, je ne sais pas. Définitivement, le moteur de recherche Microsoft 365, il est capable d'identifier le texte à l'intérieur d'une image. Est-ce qu'il faut considérer la classification de PureView complémentaire au Sensitivity Label? Alors, c'est peut-être du spoil sur la peut-être suite que tu vas donner après. Donc, c'est pas du spoil, c'est une continuité. On se rappelle ce que j'ai essayé d'évoquer juste en introduction. Tout va, en fait, l'un ne fonctionne pas avec l'autre. C'est tout ça. Tout ce qui est étiquetage, c'est en fait une complémentarité à finalement, à cette classification. L'étiquetage, c'est le fait d'apposer finalement simplement une classification, une étiquette sur un document, un mail, un site SharePoint, un Teams, etc. Et ça se base sur une classification obligatoire. Alors, il y a quand même deux types d'étiquettes. Tu as les étiquettes de sensibilité ou de confidentialité et tu as les étiquettes pour la rétention. Changer les deux types d'étiquettes. Alors, ça, si je dis une bêtise, mais de mémoire, sur Microsoft, maintenant, parce que tu parlais des Teams classification et étiquettes de sensibilité notamment, l'un n'est pas compatible avec l'autre parce que je me rappelle avoir vu ça. Une fois que tu mets la sensibilité, la classification, il faut convertir tes classifications en sensibilité. Les deux ne sont pas compatibles. Mais c'est justement pour ça, à mon avis, c'est justement pour ça que Microsoft revient avec un nouveau branding qui est PureView. C'est justement ce dont vous parlez là, c'est comme une espèce de gros brouhaha là, entre on a des étiquettes de sensibilité, on a des étiquettes de retention, c'est qu'est-ce qu'il faut placer avant l'autre, puis comment ça marche. Je pense qu'il y a encore un gros flou là-dessus. Je pense que l'idée, c'est justement de simplifier cette partie-là. Et de mon point de vue, en tous les cas, tu me dis si je me trompe, mais les étiquettes de sensibilité et les étiquettes de rétention, c'est PureView. C'est le nouveau PureView. Maintenant, c'est ce qui va constituer PureView, justement. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel changement ça va apporter dans ce que vous avez déjà fait dans votre entreprise. Si vous avez déjà appliqué les étiquettes de sensibilité, les étiquettes de rétention, est-ce que ça va rester pareil ou est-ce que ça va évoluer vers autre chose? Ça, c'est certain. Liliane, je pense qu'elle a quelque chose. Liliane, veux-tu ajouter quelque chose? J'avais mon micro qui n'était pas fermé, mais ce dont vous êtes en train de parler là, oui, je viens d'en avoir l'expérience en fait ces 18 derniers mois où j'ai travaillé sur un projet complet de PureView en fait, et je partais de très très loin puisque j'ai travaillé pour une compagnie où tout était sur un file share. Donc il a fallu déployer, mais je tombe toujours dans des cas spéciaux. J'ai dû déployer donc la plateforme en fait et créer les groupes parce que là pour l'instant on avait juste de l'AD sur un serveur Exchange avec des distribution lists. Donc ça a été vraiment un sacré morceau. Et pour la faire simple, en fait, j'ai coupé un petit peu, on va dire, en deux, la partie matérielle, on va dire, et enfin, device mobile, et la partie, on va dire, identité, les personnes, où on a créé des groupes Microsoft pour tout ce qui est personnes et des groupes de sécurité pour tout ce qui est les mobiles. Et avec Endpoint, Intune par la suite, c'est une compagnie qui s'en est occupée. Moi, je me suis occupée de toute la partie, on va dire, groupe Microsoft. Et donc, à partir de là, on a justement
tenter de classifier l'information qu'il y avait sur le file share pour pouvoir créer justement une architecture d'information qui avait du sens dans SharePoint et Teams, et puis créer les étiquettes de sensibilité qui allaient, et puis surtout accorder des rôles et des permissions à ces groupes Microsoft de manière à une fois qu'on avait migré les données en fait du file share vers, on va dire, SharePoint, que les données elles soient placées au bon endroit avec les bonnes métadonnées, les bonnes personnes y aient accès en fonction de leur groupe, mais surtout de restreindre une partie de leur activité aussi en fonction du groupe auquel ils appartenaient, grâce justement au paramétrage, à la configuration des étiquettes, à savoir les personnes, vous avez des personnes qui étaient dans un groupe de lecteurs, mais on a la possibilité aussi dans Purview, par exemple, vous pouvez lire un document dans SharePoint, mais on peut vous interdire de le télécharger, de l'imprimer ou de le forwarder par courriel si c'est un courriel, on va dire. Il y a beaucoup de possibilités et ça démarre vraiment par une analyse approfondie des données existantes et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et en partant du moindre privilège déjà à la base, je dirais que ça a été un projet très, très, très intéressant qui m'a apporté une expérience incroyable, mais il faut vraiment une équipe solide derrière pour pouvoir aller au bout de ce genre d'expérience. Parce que franchement, si vous travaillez juste avec une équipe juridique, c'est pas possible. Parce que techniquement parlant, ça colle pas. Techniquement parlant, il faut que vous puissiez travailler avec des processus. Parce que lorsque vous migrez, lorsque vous créez toute votre architecture d'information, peu importe la plateforme, s'il n'y a pas de processus de travail, s'il n'y a pas de gouvernance derrière, c'est pas évident. Et c'est peut-être pas forcément le. T'amènes un point. T'amènes un point, si je me permets de te couper, oui. Liliane, t'amènes un point intéressant, c'est que Purview, ce qui est important de bien prendre en compte, c'est que c'est un outil technologique. Microsoft, oui. Encore une fois, fournit ou propose une offre technologique. Mais effectivement, dans le projet de patrimoine de données, de gestion des patrimoines des données, bien sûr, il va falloir intégrer d'autres personnes dans ce processus-là, dans cette analyse-là. Donc, il faut avoir un outil qui soit capable d'être, je dirais, compatible et accessible à tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, demander à un juriste de se connecter sur compliance.microsoft.com, le type, il va vous regarder en disant « c'est quoi donc ?» Et surtout, quand vous regardez le bordel qu'il y a à l'intérieur de Compliance Center, il y a des menus partout, on ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Et ce qui manque, c'est un guide dans qu'est-ce qu'il faut mettre étape par étape. Dans ce que tu décrivais, Liliane, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est quoi les étapes qu'il faut mettre en place. Je peux les partager avec vous si vous voulez. J'avais préparé une slide justement pour vulgariser les choses pour mes clients, entre guillemets, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu tout le travail que ça représente. Donc, attendez, je vais essayer de voir, est-ce que je peux partager? Yes. J'espère que ça ne va pas couper, parce que j'ai un problème avec mon Teams. Alors. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein, 80% de projet, du temps là, du projet, c'est de la préparation. C'est de l'analyse, c'est de la documentation, c'est s'assurer avec les différentes lignes d'affaires que tout soit, je dirais, aligné. Puis une fois qu'on est aligné, là, on part dans la configuration. Liliane, on ne voit pas ton écran. Tu sais quel est les problèmes avec Internet? On vient de la perdre, je pense. C'est bon. Si on revient sur ce que... Là. T'as coupé. On ne voit pas ton écran encore. Attends, non, parce que ça a coupé. Donc, alors attendez, hein, je vais juste essayer de. Je vais voir si je peux. Ah, c'est bon. Je vais essayer de cette façon-là. On ne voit pas. Attendez. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose? On se voit nous. Alors, attends, ce qu'on va faire, Liliane, c'est qu'éventuellement, on pourra faire ça à une autre session. Oui. C'est que nous préparer du contenu. On va revenir sur juste là où on était, Joris, tout à l'heure.
Donc, dans l'idée, parce qu'il reste que 13 minutes, là, comme quelqu'un vient de le faire remarquer, dans ce que tu préparais, Joris, dans ce que tu présentais, c'est clairement, ça commence par une première phase qui est étiqueter convenablement les contenus. On est d'accord que ça demande un énorme travail de préparation, mais c'est l'étiquetage en premier. Ensuite, C'est la planification en premier, la définition. Première étape, alors, première étape avant d'aller sur Microsoft, c'est parler avec les lignes d'affaires et définir finalement quel va être le futur de la classification de l'organisation. Et là, on est zéro technique. Mais là, il ne faut pas oublier, il y a deux types aussi de classification, comme j'ai dit tantôt, les étiquettes pour la sensibilité et les étiquettes pour la rétention, qui va avoir des planifications à faire aussi. Parce que là, toi, tu parles de la protection contre la perte des données. Donc, ce que tu as montré tantôt, ben, tu peux dire, cherche-moi tous les documents qui ont un permis de conduire ou qui ont un numéro de carte de crédit. Et ces données-là, on ne veut pas les perdre, on ne veut pas que ça sorte de notre entreprise. Donc, on peut les étiqueter soit automatiquement ou manuellement à partir d'Office même. Quand c'est une étiquette de sensibilité, on peut aller choisir la sensibilité de notre document ou un courriel qu'on envoie. On peut choisir la sensibilité manuellement ou l'appliquer automatiquement et basé sur l'étiquette de sensibilité qu'on applique au courriel ou au document, ben, on ne va pas pouvoir le partager avec des gens à l'extérieur. Le document va être encrypté. On ne pourra pas transférer le courriel. On ne pourra pas imprimer. Fait que ça, c'est des règles pour la protection contre la perte des données. Oui. Alors, ce qu'il faut juste voir, c'est que l'étiquetage qu'on parle, poser une étiquette, ce n'est pas forcément de la protection, ça peut être juste de l'information. Ça peut être juste de l'information. Savoir qu'est-ce que tu as comme contenu. Avant tout, c'est d'avoir ton patrimoine de données. En fait, volontairement, je ne mets pas de barrière entre les aimants parce que, en fait, c'est la même chose. Qu'on mette un document, qu'on le mette en fait public, il va avoir, entre guillemets, des règles qui vont s'appliquer en dessous. Si effectivement on le met confidentiel ou secret, là, on va rentrer dans de la protection et on va faire en sorte que le document soit chiffré. Et si on reste dans un contexte purement SharePoint, pour ne pas le citer, ce qui va s'appliquer, c'est qu'on va appliquer en fait la politique de droit qu'il y a sur la bibliothèque SharePoint au niveau du document dans son chiffrement. Ça, c'est automatique. Et c'est notamment ce qu'évoquait finalement tout à l'heure Liliane avec la configuration qu'on peut trouver côté SharePoint. Mais ça reste que la priorité de tout ça, ça a été de classifier le document. La classification de document ne veut pas dire une protection de document. Ça veut juste dire l'identifier dans mon, entre guillemets, dans toute ma source de données que je... Une fois qu'il est identifié, on va appliquer une stratégie basée sur l'identification. En fait, une des premières phases pour la protection contre la perte des données qu'on fait, c'est qu'on va aller, oui, appliquer les étiquettes, mais on va juste observer ce qui se passe pour pouvoir comprendre. On peut observer aussi l'information avant d'aller appliquer des règles qu'on veut aller appliquer pour pouvoir avoir des rapports sur les types de documents et où se trouvent ces fichiers-là, non? Question de Gaston, justement. La question de Gaston, c'est dire d'un document qu'il est public ou confidentiel, c'est déjà une planification? Non, point d'interrogation. Ben justement, non. Un document n'est pas défini par sa nature de partage. Un document, il est défini pour ce qu'il sert. À quoi est-ce qu'il sert et qu'est-ce qu'il contient comme information? Partie de l'identification. Exact. Donc, avant de définir si un document doit être son statut, est-ce qu'il doit être partagé ou non avec l'extérieur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors oui, par contre, alors je rebondis là, je vois la question. Dire qu'un document est public ou confidentiel, c'est une classification en soi. Alors, en tout cas, dans mon sens... documentaire, non. En tout cas, dans le sens où j'ai eu l'habitude de traiter ça, on classifie le document public ou confidentiel en fonction de la nature qu'il va avoir dans le document et si l'organisation estime qu'on va autoriser à l'externe ou garder à l'interne, par exemple. Confidentialité. Alors, je me permets de rajouter, il ne faut pas confondre le nom qu'on peut donner à une étiquette de classement et la nature du document. Ah oui, tout à fait. Parce que dire d'un document qu'il est confidentiel ou non, ce n'est pas la nature du document. Si j'ai un contrat, c'est un contrat. Après, c'est à moi de définir si ce contrat va être partagé publiquement ou non. Mais avant tout, et puis je pourrais lui donner l'étiquette confidentielle, un contrat. Mais je veux dire, c'est le nom qu'on lui donne. Il ne faut pas mélanger ça avec le statut d'un document. Je ne parlais pas de statut, je parlais de classification. C'est-à-dire qu'en termes d'identification et d'assignation d'une étiquette, il faut être capable, ce qu'on cherche à faire, c'est de connaître, encore une fois avec PureView,
notre patrimoine de données. Donc, avant de savoir ce qu'on va faire de ces données, il faut savoir qu'est-ce qu'elles sont, à quoi est-ce qu'elles servent. Parce que si on commence à traiter les données dès le début par dire est-ce que c'est confidentiel ou pas, ça veut dire que potentiellement, tu t'interdis à toi-même d'aller voir dans certaines données, alors que c'est justement pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à connaître toutes les données, tout le patrimoine. Donc, si tu voyez ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le problème à l'inverse. L'idée de PureView, à mon avis, à mon sens, à la base, c'est avant tout de connaître parfaitement toutes les données qui sont à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir ensuite décider qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que c'est partagé ou pas? Je pense qu'on parle pour essayer de couper court, parce que je pense que Joris a encore beaucoup de choses à montrer. De toute façon, je pense qu'une entreprise, une organisation, au premier abord de l'analyse n'arrivera jamais à 100%. Il y aura toujours du retravail derrière. Parce que nouveaux processus qui arrivent déjà. Les processus qui arrivent, des choses qui n'ont pas été identifiées au moment où l'analyse a été faite, il y a des choses qui débarquent comme ça. Mais ça prend un processus pour analyser tout ça. Ça prend du temps. Donc, ça pour dire que oui, la classification, l'identification, c'est je pense, un process continu qui va évoluer de façon avec l'organisation. Juste time check, il nous reste 7 minutes. Alors, si tu me permets, non. Je ne sais pas où tu t'en vas, mais je vais me permettre de partager un truc, juste pour ça. Je pense qu'on va se retrouver dedans. En 1 minute, et après je te laisse le partager. J'ai juste 2 étiquettes pour montrer un peu la différence, pour rebondir sur ce que disait Serge. Donc là, j'ai l'étiquette publique qui correspond à une classification de type public, où finalement on voit ce qui se passe sur l'étiquette, donc marquage en tête, pied de page avec public par exemple, que entre guillemets cette étiquette s'applique automatiquement en fonction des règles que j'ai mis, etc. Contrairement, par exemple, sur la même interface, sur la partie confidentielle, où là, entre guillemets, on voit qu'il y a du chiffrement et on voit que il y a en plus un filigrane confidentiel qui se met et puis qu'on bloque les accès en fonction justement des droits. Donc ça pour dire qu'une étiquette, là, on est exactement sur la même configuration, c'est juste qu'on rentre dans un niveau de risque plus élevé au niveau de l'organisation qui justement justifie le fait de chiffrer ce document. Donc là, par exemple, avec cet élément confidentiel, on voit, et public, on voit la différence qu'il y a entre les deux. Point hyper important, te montrer quelque chose, appliquer l'étiquette automatique. Il faut être conscient des licences aussi. Aussitôt que tu appliques les licences automatiques, ça prend des licences E5. Oui, mais il faut y penser quand même. Les gens, ils n'ont pas le choix. Si tu veux que ça soit appliqué automatiquement, puis tu n'as pas de licence E5, ben oublie l'application automatique. Je suis d'accord, mais il ne faut pas aller sur la licence parce que tu es en train de... Non, mais je suis d'accord, mais laisse-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Ouais. La valeur de votre entreprise, c'est les données. Ça n'est pas une histoire d'argent. Si vous prenez un risque, non, c'est jamais un problème d'argent. Parce que si tu perds toutes tes données demain parce que quelqu'un s'est introduit dans ton réseau, tu vas les regretter, tes licences que tu n'as pas payées. Donc, ce n'est pas un problème. Avant de se poser le problème de la licence, c'est qu'est-ce que ça représente et quel risque je suis capable de courir. Jusqu'à où je suis capable de ne pas payer des licences. Je voulais juste montrer un truc, si tu me permets. Oui, bien sûr. C'est nouveau, puisque PureView arrive avec un nouveau branding dans le centre de conformité qui a été renommé PureView, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, Joris. Je pense que tu vas compléter par rapport à ça, comme il nous reste que juste quelques minutes. Ce que je vous recommande de faire, si vous n'avez pas encore vraiment travaillé là-dessus, et si vous n'avez pas encore d'idée claire sur la stratégie, l'avantage du gestionnaire de conformité, c'est un nouveau tableau de bord qui est mis à disposition. Et l'avantage de ça, c'est que dès le début, vous avez une idée de votre score de conformité actuel. Où est-ce que vous en êtes? Parce que vous ne pouvez pas vous améliorer dans votre conformité si vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui et si vous n'avez pas d'axe pour améliorer cette conformité. Donc, un peu comme ils ont l'habitude de faire dans Microsoft, vous avez ici à disposition un certain nombre d'améliorations. Et dans les améliorations, il y a la mise en place des étiquettes, de la conformité. Tout ce que vous dites est totalement vrai. C'est juste qu'il faut trouver un ordre pour pouvoir mettre tout ça en place. Il faut avoir une stratégie pour tout ça. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de regarder du côté de ce gestionnaire de conformité qui va vous aider à... Rappelez-vous, Microsoft, c'est du marketing. Il vous guide au travers des différents menus. L'ordre des menus, c'est aussi une indication dans ce qu'il va falloir traiter en priorité. Donc, les actions d'amélioration, les différentes solutions qui sont à disposition, le mode d'évaluation, les modèles d'évaluation disponibles et les stratégies d'alerte par rapport aux données. Fiez-vous au métier de Microsoft sur cette partie-là. Ça vous donne beaucoup d'indications sur ce qu'il faut faire en priorité. Dans les actions d'amélioration, vous retrouverez tout ce dont parlait Serge. Donc, je pense qu'il faudra, à mon avis, creuser encore plus par rapport aux étiquettes, plus précisément, plutôt que de PureView en général.
qu'est-ce que c'est que mettre en place une étiquette, par exemple? Comment est-ce qu'on automatise tout ça? Quelle licence ça prend? Je pense que c'est un vrai sujet, puis ce serait bien de le traiter à part entière, à mon avis. Un point qu'on n'a pas traité, on a parlé, oui, de ramasser nos données avec les data maps, on a parlé de la protection contre la perte des données. Il y a aussi on parlait de faire un plan puis de conserver nos données, les plans de classification pour pouvoir faire des rétentions et des suppressions. Donc, moi, dans la majorité des projets que j'ai faits jusqu'à maintenant dans Purview, ce n'était pas avec du DLP, puis ce n'était pas avec les data maps, c'était pour conserver les données. Fait qu'on a des contrats. Après, à la fin du contrat, il faut qu'il soit conservé pendant 7 ans. Il ne faut pas qu'il soit détruit. Puis, tout ça, cette partie-là, existe aussi dans Purview, qui va permettre de faire un plan de données, un plan de documents qui va nous permettre d'aller appliquer un autre type d'étiquette, qui sont les étiquettes de rétention. Puis selon l'étiquette qui est appliquée, bien, qu'est-ce qu'on veut faire comme conservation? Et est-ce qu'on veut conserver ou supprimer les documents ou les deux? Et tout ça, c'est une autre partie, je pense qu'il va falloir couvrir une autre fois. Non, ça fait partie du blog de Purview. Ouais. C'est juste que la façon dont je voulais vous le présenter, c'est que ne restez pas uniquement centré sur Microsoft 365. Sachez que Purview, ce n'est pas à la base uniquement 365, mais dans le cadre des activités de notre user group, c'est sûr qu'on se recentre sur Microsoft 365. Mais c'est toujours important de voir que derrière, le brand, c'est bien plus que juste 365. Donc, juste dans les solutions qui sont disponibles, peut-être que tu as peut-être déjà eu l'occasion de jouer un peu avec, dans les solutions dans Purview, si vous allez dans les versions d'évaluation, vous avez accès à Solution Microsoft Purview que vous pouvez essayer en trial pour 90 jours. Dans les 90 jours, si vous utilisez bien vos 90 jours, vous avez tout ce qui est audit qui va beaucoup vous aider sur attention, vous n'avez pas d'étiquette en place ou vous avez seulement juste quelques étiquettes qui sont en place et ce n'est pas normal. Vous n'avez pas de rétention qui sont en place. Ce qui est important au début, c'est de savoir où vous en êtes, de manière honnête. Attention avec ça toutefois, parce que si vous activez de la protection et que vous partagez des documents, ça peut vite aller loin. Donc attention. C'est vrai. 8 heures. Alors, merci beaucoup tout le monde. On se revoit au mois d'avril. On vous annonce là, si on fait la session le premier mardi du mois ou si on garde juste le 13 ou si on fait les 3. Les étiquettes au mois d'avril? On pourrait parler des étiquettes le 13. Ah ouais, on a un sujet. On va voir si les gens sont intéressés. On doit quitter avant que les lumières ferment. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Merci beaucoup. Nicolas. Bye. Merci, Bonne soirée. Et Laurent. Et tout le monde qui est Merci. Bonne soirée. Bye bye.